Salut tout le monde, bienvenue à Grey Neuron, ici Roxane avec ma co-animatrice Chloé. Salut! Aujourd'hui, on a de la grande visite qui est venue de très très loin juste pour venir au podcast aujourd'hui et c'est Nicolas Vidal de Putsch Média et Alexis Poulain du média Le Monde Moderne. Merci, Fait bonjour. Alexis, Nicolas, bienvenue à Grey Neuron. Merci d'être venus nous voir. Merci à vous. On est très heureux d'être là avec Alexis. On a fait quand même 14 heures de vol pour venir ici. Moi, je dis qu'à et après, on a déjà fait 7, on va en faire encore 7, mais on est très content d'être là. Exactement. Vraiment vous êtes venus dans le fin fond des bois nous voir. Exactement. Oui. Puis là, vu que dans le fond, tant qu'à venir au podcast, ici, tant qu'à avoir fait toute cette route-là, vous en avez profité aussi pour aller faire une petite conférence sur les médias, en fait, sur l'avenir des médias et sur la liberté d'expression à Québec et à Laval. Oui, c'est ça. On est venu pour faire ça à l'invitation de Jérôme Blanchet-Gravel, le rédacteur en chef de Libre Média. Donc, on était avec l'ami Alexis Poulain. Alexandra Lavoie de Rebel News, Yann Sénéchal et Jérôme Blanchet-Gravel et moi-même, bien entendu, pour venir essayer de trouver des passerelles et des réflexions entre nos cousins et amis québécois et nous-mêmes. Voilà, sur ce fabuleux monde des médias indépendants, alternatifs. Voilà un peu. Donc, Donc, vous avez chacun un média alternatif. Toi, tu es le fondateur de Putsch Média, tout seul. Oui. Moi, je suis fondateur de Putsch Média. Je l'ai lancé en début 2018. Okay. Voilà. Et puis, ça marche plutôt pas mal parce qu'on a des grosses communautés, effectivement, en France. C'est très bien. On a des gens qui sont extrêmement fidélisés. Et puis, j'ai envie de te dire que les médias mainstream font tellement un travail dégueulasse qu'à un moment donné, on a quand même la chance de pouvoir avoir face à nous des gens qui se rapprochent de l'inconséquence, de la débilité et qui sont surtout au-delà de ça, plus sérieusement, c'est des gens qui font des grands médias qui sont quand même les acteurs d'une propagande et d'une pensée absolument unique. Donc c'est vrai qu'on a cette chance-là de pouvoir avoir des gens aussi qui ont fait l'effort de vouloir se renseigner, qui ont fait l'effort de vouloir apprendre autre chose et de se dire à un moment donné, ce qu'on me raconte dans les médias et ce qu'on me raconte un peu partout, il y a peut-être notre son de cloche, il y a peut-être une autre vision de la situation et donc ces gens se sont mis sur YouTube, se sont mis sur nos médias et on est très contents et c'est pour ça qu'on vient aussi au Québec pour voir un peu comment ça se passe et discuter avec vous, chers amis. Voilà. Donc, est-ce que ça se passe... Donc, ça se passe chez vous comme ici. Vous n'avez pas les meilleurs médias mainstream, les plus fiables. C'est pas, dans le fond, vous, c'est pas les chiens de garde de la démocratie, vos médias? Non, non. C'est les quêtes de la propagande, j'ai envie de te dire, manifestement. Non, c'est toujours pareil. C'est-à-dire qu'on a des médias qui sont affidés au pouvoir et même au-delà d'être affidés au pouvoir, en fait, ils sont là dans la protection d'une oligarchie, d'une caste politique et médiatique pour essayer de nous vendre une société qui n'existe pas, une société qui s'effondre, une société qui devient antidémocratique, pré-totalitaire et économiquement c'est un massacre et en fait ils essayent par tous les moyens soit de désinformer, soit d'éluder beaucoup de sujets extrêmement importants. On a eu la crise sanitaire et d'autres, mais il n'y a pas que la crise sanitaire et ça se voit, mais on vous voit en fait, on vous voit depuis le Québec, on vous voit, voilà. Mais véritablement c'est pour ça que nos médias avec Alexis et d'autres, les gens ont fait l'effort d'aujourd'hui de venir voir ce qu'on fait, prendre du temps aussi sur leur terme perso, parce que regarder Grey Neuron, c'est prendre du temps sur son temps perso pour faire autre chose, et je pense que ça c'est un vrai acte citoyen et c'est surtout beaucoup d'espoir pour nous, vraiment beaucoup d'espoir pour nous, pour vous et pour nous, voilà. Je suis très d'accord. Oui. Oui, vraiment. Puis toi, Alexis, ton média, est-ce que c'est un peu le même? Le Monde Moderne, c'est aussi un média indépendant qui parle d'actualité et de politique? Ouais, complètement. Moi, j'ai une revue de presse. Donc, en fait, je lis la presse qui appartient aux milliardaires français, donc qui ont tous des journaux et des télés. Et donc, on fait une étude quotidienne un peu de la façon dont sont écrits les articles. Et effectivement, si l'actualité, c'est des faits, les médias ensuite relatent les faits, puis font un récit autour des faits. Et généralement, le récit est à mourir de rire, puisque c'est vraiment de la propagande, c'est vraiment jamais la faute de Macron, par exemple, le président français, c'est toujours la faute des Français. Et comme ça, on fabrique le consentement. La fabrique du consentement, elle existe. C'est dire aux gens comment ils doivent penser. C'est le prêt-à-penser. Et c'est pas pour rien que les milliardaires achètent des médias. C'est pas parce qu'ils aiment la démocratie et la liberté de la presse, c'est parce qu'ils ont envie d'un peuple qui se tient sage. Et donc, il faut absolument créer le consentement. Donc, il y a la revue de presse et puis il y a des invités aussi qu'on retrouve pas ailleurs généralement, qui sont là pour balancer des vérités qui font mal, notamment en géopolitique, notamment sur l'Union européenne, puisque Nicolas et moi on est souverainistes, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on préférait une France en dehors de l'Union européenne plutôt que dans ce truc qui est en train de s'écrouler, et donc il y a des analyses qui vont à contre-courant évidemment de la pensée mainstream.
Donc, c'est ça, tu dis que tu vas regarder les médias, tu fais une revue de presse où tu lis les nouvelles mainstream, mais c'est intéressant parce que justement, j'ai l'impression que si on s'intéresse pas beaucoup à ça, si on n'a pas beaucoup de temps, les nouvelles, c'est vraiment fait pour bien passer comme dans du beurre, nous implanter des... Mais c'est vrai que quand on se met à regarder comme il faut, ça devient complètement ridicule. Ah mais c'est ridicule, c'est-à-dire qu'avant, il y avait une émission satirique en France qui s'appelait Les Guignols de l'info, avec des marionnettes j'aime ça le mot guignol. en latex qui singeaient les politiques. Cette émission s'est arrêtée, il y a quasiment plus de cases de satire politique à la radio, à la télévision mainstream, on va dire, et donc aujourd'hui les guignols, c'est les politiques eux-mêmes, c'est-à-dire que on ne peut pas prendre au sérieux des gens comme les politiciens français qui sont là depuis des années, qui racontent n'importe quoi, qui sont responsables du désastre et qui continuent de dire que c'est eux qui vont apporter les solutions. À un moment, il faut grandir, il faut arrêter, il faut vraiment passer à autre chose. Donc la meilleure façon de faire de l'information et de l'information politique, c'est de les discréditer, c'est de montrer le cirque réel que c'est, le jeu d'acteurs, de mauvais acteurs. Et ça, il faut pour ça passer par les médias mainstream pour comprendre comment sont fabriquées les nouvelles, comment sont créés aussi les personnages politiques. Vous allez avoir des gens qui vont passer à la télé d'un seul coup, qui vont apparaître. Emmanuel Macron n'existait pas, puis d'un seul coup, il est sur toutes les couvertures de journaux pendant qu'il fait sa campagne, et voilà, ça va être lui. Là, vous avez Jordan Bardella, pareil, un gamin qui a aucune expérience, qui sort déjà une autobiographie, et qui explique... C'est le mec qui écrit des livres, mais avant d'écrire des livres, il faut peut-être en lire. Tu vois, le mec, en fait, il a commencé à écrire des livres avant d'en lire. Ou avoir des trucs à dire. Fait qu'il raconte l'histoire de lui qui écrit un livre sur lui. Depuis les 17 dernières années de sa vie. C'est ça, qui est un apparatchik. Vous avez Sarah Knaf. Enfin voilà. Et donc, clairement, à un moment, les médias choisissent des personnalités pour les faire monter et faire exister un courant politique qui n'existe pas forcément. Et par contre, quand vous êtes souverainiste et que vous défendez le Frexit, alors là, vous n'avez pas le droit de passer dans les médias mainstream. Okay. C'est un build your politician, construis ton politicien. Ouais. Mais est-ce que, parce que là, vous avez eu vraiment une plus grande tribune que la plupart des gens au Québec là, qui font un petit peu la même chose que vous, mais vous êtes vraiment beaucoup plus aussi. Est-ce que proportionnellement, il y a plus de gens qui ont arrêté de suivre les mainstream, qui se sont rendus compte de l'arnaque chez vous que chez nous? Il y a beaucoup de gens, en fait, qui ont arrêté après les Gilets jaunes. D'abord, il y a eu chez nous le mouvement des Gilets jaunes. J'adore ce mouvement. Ouais, où c'était vraiment un mouvement populaire de rejet, justement, de cette classe politique contre la vie chère, contre les politiques de paupérisation, etc. L'âge de la retraite, tout ça, les pensions. Il y avait tout. Et les Gilets jaunes, en fait, quand vous faisiez les manifestations, vous voyez bien que c'était pas du tout ce que disaient les médias ensuite, sur la violence, sur l'antisémitisme, sur machin, c'était pas du tout ça. Et donc, déjà là, il y a une politisation de beaucoup de Français qui n'étaient pas politiques, qui étaient descendus vraiment dans la rue par ras-le-bol, des grands-parents, déjà des soignants à l'époque, enfin, et donc qui ont vu que les médias mentaient. Ils l'avaient pas vu avant, mais là, ils l'ont vécu de l'intérieur. Et puis ensuite, il y a eu la crise Covid, où là, le mensonge était quotidiennement à la télé, flagrant, avec des mesures totalement folles qu'on devait faire passer pour raisonnables. Et là, encore une fois, une grande partie des Français ont dit j'éteins ma télé, puisqu'en fait, ils sont là pour me faire peur. J'ai pas envie d'avoir peur. Et puis, c'est pas de l'information. Et puis après, il y a un mouvement de fond qui continue, parce que comme disait Nicolas, on a besoin de rien faire, tant ça devient caricatural et ridicule, la façon dont le monde politico-médiatique, la bulle politico-médiatique, n'a pas du tout connaissance de la société française. Ils sont à côté de la plaque. Mais volontairement, parce qu'ils ne cherchent pas à comprendre, et parce que s'ils traitaient des vrais sujets, ça ferait redescendre beaucoup ceux qui prétendent faire de la politique et avoir les solutions. Donc on est vraiment dans deux mondes. Un monde à la télé qui parle à des gens de plus de 65 ans qui ne comprennent pas grand-chose et qui vont quand même voter, pour qui on leur dit de voter. Et puis un monde réel où les gens, en masse, par vagues successives, se détournent des médias dits mainstream, pour aller vers les médias indépendants comme Nicolas et moi et vous. Mais qu'est-ce qui fait que ce système-là ne tombe pas? J'ai l'impression qu'il est rendu justement minoritaire. C'est une petite élite en haut puis tout le peuple est tanné. Oui, mais en fait, la réalité, c'est que c'est une endogamie, parce que si on parle des médias là, aujourd'hui, il faut voir le nombre de journalistes connus, de chroniqueurs célèbres, enfin célèbres entre guillemets, parce que célèbres pour leur bêtise, pour certains notamment, qui sont en couple avec des politiques. Enfin, il y a une véritable endogamie. Ces gens-là sont ensemble, vivent ensemble, partent en vacances ensemble. Et en fait, les médias, et là qu'il a très bien dit, ce sont des milliardaires, mais en plus des éditorialistes, quand on les voit sur les plateaux télé, moi je les vois faire, ou même des journalistes qui sont censés être journalistes, véritablement, si tu fermes les yeux, tu pourrais
pourrait penser que c'est un porte-parole du gouvernement. Mais l'idée de fond, en fait, au-dessous, c'est que c'est une véritable endogamie et ces gens s'autoprotègent les uns avec les autres parce que le système ne doit pas tomber. Absolument. Et le système ne doit pas tomber, donc il tombera pas parce que les gens sont finalement le défendent bec et ongle. Et ça va au-delà, c'est des familles. C'est-à-dire que vous Ouais. avez sur une chaîne télé la mère, le grand-père, l'oncle, le fils, Comment le on neveu, fait dans ce cas-là pour neveu. faire tomber tout ça? Ben en fait, nous, c'est pour ça qu'ils nous aiment pas des masses, parce que comme on te le disait au début de l'émission, Fragiliser la base. Ouais, et puis c'est surtout qu'on est aujourd'hui des médias qui sont très connus. Alors je vais vous donner une anecdote ici en scoop pour Green Neuron, mais j'ai discuté il y a 1 an avec un patron de chaîne, notamment que j'ai rencontré, et je lui ai dit, je pense que vous vous rendez pas compte qu'il y a un monde média souterrain qui pèse beaucoup plus de vous au prorata des moyens que vous déployez. Et je lui ai dit véritablement, nous, c'est des millions d'abonnés, c'est des millions de gens, d'abonnés aussi, mais surtout des millions de gens qui nous suivent. C'est ça l'argent, c'est ça notre capital à nous. Et j'ai eu cette discussion et il ne s'était pas rendu compte à quel point aujourd'hui on avait une force de frappe incroyable quand, au vu des abonnés qu'on a, des vues qu'on a, de l'influence aussi qu'on a, ou des extraits qui sont pour moi, il m'arrive sur TikTok de temps en temps, d'y aller, parce que j'essaie de trouver des invités sur place, il y a des trucs super intéressants, et bien très fréquemment, je tombe sur des trucs, des extraits soit d'Alexis, de moi, des gens qui découpent, qui balancent, et des vidéos qui font 100 000, 200, 300, 400 000 vues, parce qu'ils ont balancé, c'est quoi, 30, 40 secondes. Et donc ces médias-là, la discussion que j'avais avec lui, ce sont des gens qui sont totalement déconnectés, donc ils prennent toujours les mêmes journalistes, toujours les mêmes éditorialistes, qui sont dans l'endogamie, avec aussi le problème aussi des familles, parce que le cousin de la mère de la ministre qui interviewe le cousin de la mère du ministre en question et du secrétaire d'État qui est en loge, manifestement, on voit bien qu'il ne va pas évoluer dans les plumes. On est d'accord, parce qu'il y a quand même Pâques ou le repas de Noël bientôt, et qu'à table, on va quand même pas se la faire en travers. Donc c'est vraiment le problème. Mais comment on peut faire tomber ça? C'est-à-dire que déjà, le fait que notre influence est vraiment très importante et que les gens, une nouvelle fois, mobilisent du temps pour nous regarder, et ça permet de réarmer intellectuellement les gens. Parce que l'intérêt, c'est de réarmer intellectuellement les gens. C'est ça, ouais. Donc, avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités. Vous, votre responsabilité c'est de faire réfléchir les gens là, un peu plus énorme. loin. Et après, je te laisserai répondre, mais elle est énorme, cette responsabilité, parce que plus tu as d'abonnés, plus tu es influent dans ce que tu dis, moins tu as le droit à l'erreur. Véritablement. Parce que amuse-toi à dire un truc qui n'est pas vrai. Alexis le sait, tous les matins, il se fait la revue de presse. Moi, je fais des débriefs, on reçoit des gens, on a des collaborations d'autres médias, on écrit des articles dans des revues, et on n'a pas le droit de dire une connerie. Moi, j'étais sur RT France avant. Comme Alexis, on était éditorialiste sur RT France. Moi, je faisais un édito de 6 minutes, entre autres, le jeudi matin. Je peux t'assurer que l'édito, il me prenait pratiquement 2 jours à écrire sur des sujets. Bon, moi, j'étais très caustique, très impertinent. Ne cherchez pas les vidéos, parce que tout a été supprimé de partout, puisque RT France a été viré de France, et de l'Union Européenne notamment, sous la coupelle de l'Union Européenne. Mais je pouvais me lever la veille, enfin, le matin de l'édito, je me levais parfois à 3h ou 4h du matin pour vérifier tous les chiffres que je donnais. Parce qu'il était absolument impensable que je me trompe d'une virgule, ou ne serait-ce qu'un 0,1, de 0,2. Alors peut-être que c'est un peu radical, mais on n'a pas le droit à l'erreur. Mais on n'a pas le droit à l'erreur. ça un peu du vrai journalisme, de la rigueur? Ben oui, c'est ça. C'est ça, mais je veux dire, eux là, sur les plateaux, ils racontent absolument n'importe quoi. Bon, on va pas parler du Mercosur, mais le Mercosur, bon, on nous a c'est un accord de libre-échange qui a été signé entre l'Union Européenne et les pays d'Amérique du Sud, je le fais très vite. Hein. Et cet accord, c'est la Commission européenne, la présidente Ursula von der Leyen qui l'a signé. Et sur les médias, depuis 10 jours, depuis 2 semaines, on nous explique que ça doit passer devant le Parlement européen, que c'est pas fini, que si. Ces gens nous racontent des conneries. C'est pas vrai, le Mercosur, c'est la compétence de l'Union européenne et ça a été décidé par une personne. Vous savez, c'est l'impératrice en 2 couleurs, bleu et jaune, Ursula von der Leyen. Et elle a décidé tout seul dans son coin avec des lobbies, pour faire marcher l'économie allemande. Et les médias, c'est pour un exemple. Vous dites oui, mais c'est pas fini parce que la France peut s'opposer, mais parce que ça doit passer devant le Parlement européen et parce que les députés. Enfin, le Parlement européen, les copains, ça pèse autant qu'un club de bridge chez moi, en bas de chez moi. Enfin, je veux dire, ça pèserait du tout. Mais ça endort les gens, fait que les gens. Mais oui, alors on vous dit, rien, mais non, mais vraiment, ils l'ont dit à la télé, hein, c'est pas encore fait. Hein. Si, c'est fait. Voilà, c'est un exemple là-dessus. Et les gens qui viennent nous voir, ils entendent autre chose. Et je finis là-dessus. C'est pour ça que nous, on doit vraiment argumenter, on doit vraiment donner des informations sourcées, concordantes, et on n'a pas le droit à l'erreur, parce que les gars, ils nous snipent en permanence, ils nous regardent, on le sait, vous nous regardez, on le sait. Moi, on a des invités, c'est pareil, moi j'ai eu des invités depuis que j'ai Putsch Live, où il y a des gens que j'ai invités,
et je les ai vus 1 mois, 2 mois après sur certains plateaux mainstream. Donc ces gens nous regardent en plus, véritablement. Donc, mais bon, notre boulot, en fait, on a une énorme responsabilité par rapport à nos abonnés, à notre communauté, c'est clair. Ben moi, je trouve ça important de le faire, justement. Là, c'est pas de se mettre de la pression, c'est super important. Puis même les gens qui vous écoutent, puis qui après ça, ils s'en vont se servir de vous comme référence pour convaincre d'autres gens, ben si vous faites plein d'erreurs, vous dites n'importe quoi, ben ça donne des arguments super faciles. Ouais. Puis ça enlève toute la crédibilité, justement, à l'ensemble des médias indépendants, puis ça donne des armes au mainstream qui veulent vous démolir. Fait que faut continuer de faire ça, c'est vraiment important. Oui, en fait, c'est le b.a.-ba de ce métier-là. Alors, d'abord, s'appuyer sur les faits, mais après, il y a un ton, c'est-à-dire que on fait de l'info, mais pas de manière anxiogène comme sur les chaînes mainstream. L'idée, c'est de rigoler, l'idée, c'est de passer un bon moment avec l'actualité. Donc, on rit, on pleure en même temps, mais on n'est pas obligé de faire Roger Gicquel, de dire la France a peur, vous devez avoir peur. Non, c'est pas obligé d'être lourd, là, c'est avec les chiffres de décès. Oui, c'est ça. Voilà, enfin, tout ce qu'il y a de toute façon d'anxiogène dans l'actualité, c'est un fait. Mais voilà, il y a aussi beaucoup de quoi rire en réalité de la façon dont c'est présenté. Et ça, c'est vrai que on n'a pas le droit à l'erreur sur les faits, et on n'a pas le droit à l'erreur non plus sur la façon dont on présente chaque dossier. C'est pour ça qu'on fait appel à des experts aussi sur des domaines particuliers en géopolitique pour éclairer justement les gens qui sont avides en fait d'informations. Alors c'est pas la majorité des Français, c'est ça qui est malheureux, parce que la majorité des Français va regarder le JT de 20h sur France 2 ou TF1 et puis il aura l'impression d'être informé. Mais c'est pas de l'information les JT, c'est une sorte de malinformation comme la malbouffe. En gros c'est tu connais 2-3 trucs. Food, là, c'est de l'information rapide. Voilà, mais on va pas vraiment te dire pourquoi c'est important de parler du taux d'emprunt de la France sur les marchés, parce que c'est trop compliqué pour le Français qui regarde le JT. En gros c'est ce que pensent les rédacteurs en chef. Ils prennent les gens pour des cons. Donc c'est la base, on prend les gens pour des cons. Ils font pas ça, nous non, autres. Ben non. Et donc on fait un contenu pour les cons et les cons sont contents. Nous on fait le pari de l'intelligence collective comme c'est nécessaire aujourd'hui de dire il y a une partie de plus en plus grandissante de Français, de citoyens francophones même, qui veulent s'informer, qui veulent comprendre pourquoi le monde tel qu'ils le vivent n'est pas le monde tel qu'on leur montre à la télévision. Et donc pour ça c'est notre rôle aujourd'hui, c'est un rôle vraiment d'aller dans les engrenages en fait de cette fabrique là, de montrer l'envers du décor et d'expliquer avec nos moyens qu'on peut, et c'était l'objectif des conférences ici à Québec, de dire qu'on peut devenir les médias mainstream de demain, mais pas avec leur travers, c'est-à-dire juste en termes d'audience. Moi j'y crois, là. Je pense que c'est ce qu'on fait ici. Je me sens investi de cette mission, mais j'ai l'impression que c'est comme vraiment plus gros en France l'effet des médias, tu sais, que les gens se tournent vers les médias alternatifs que ce qu'on voit ici. Mais c'est ça, ici, dans le fond, on appelle beaucoup ça le Québec, c'est petit, on appelle beaucoup ça le dôme. Tu sais, je veux dire, juste sur Internet, sur les réseaux sociaux, on se connaît tous, là, tu sais, tout le monde connaît tout le monde, là, j'imagine, c'est pas nécessairement le cas. Puis il y a beaucoup ce qu'on appelle la culture, c'est ça, du matantisme, là, je sais pas si c'est le je sais pas comment. Peur aussi d'aller à contre-courant d'un phénomène social. Oui, et donc c'est ça. Qu'est-ce que les gens vont penser de moi, ma famille, le qu'en dira-t-on, etc. C'est ça au bureau. Je pense qu'en France, il y a une culture peut-être plus poussée de la dissidence. C'est vrai que la dissidence au Québec, c'est quelque chose de très mal vu. Oui, c'est mal vu, c'est ça. C'est très marginal. D'un seul coup, vous êtes à ça du terrorisme. Oui, mais on n'est pas à ça, on est le terrorisme. Même dans ton entourage. Oui, mais même dans ton entourage, je veux dire, je sais pas si c'est comme ça aussi, mais si tu penses différemment, tu te fais pratiquement rejeter par ta famille. Là. Pas pratiquement. Moi, ça dépend des familles, c'est ça je veux dire, mais soit que tu es le marginal dans le meilleur des cas, ou ta famille veut carrément plus te parler justement parce que tu lui fais peur. Puis c'est pas rare là, dans le Québec d'aujourd'hui. Du tout. Avec ce qui est arrivé à la COVID, je pense qu'il y a plus de gens qui ont eu des rejets de la part de leur famille que l'inverse. Ça, c'est intéressant comme idée, parce qu'en fait, la réalité, c'est qu'on est proche de l'endoctrinement. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont partis du postulat qu'en fait, l'État ne pouvait pas être mauvais. Donc à partir du moment où on t'a mis dans le crâne que le gouvernement ne peut pas être mauvais, moi, combien de fois on m'a dit mais pourquoi il ferait ça? Ben je sais pas en fait, tu vois bien qu'avec les loulous qu'on a à la télé là, on a eu Jérôme Salomon, le Grammy Awards de la morgue, tous les soirs il venait nous décompter le nombre de morts dans des sacs à viande, mais je suis désolé de le dire, mais c'est la réalité. Et en fait les gens disent oui mais pourquoi il ferait ça? Il ferait ça parce qu'en fait les gens, il y a manifestement une volonté de soumettre, manipuler, de il y a une contrôler. volonté aussi, bon on le sait avec les lobbies, tout ce qui a été sur la crise sanitaire
Hitler et tout ça, on a bien vu ce qui s'est passé. Mais cette idée même de dire pourquoi ils nous voudraient du mal, tu comprends bien qu'à un moment donné, c'est une population, je le dis assez régulièrement, mais qui a été littéralement abrutie. On a abruti la population, on les a abrutis. Moi, je te jure, j'habite dans un village, mais je connais certaines personnes et parfois je me dis, mais à quel moment vous allez estimer que là, vous allez arriver à un curseur où il va falloir vraiment s'énerver? Parce que vous êtes quand même en train de vous faire massacrer économiquement. Vos gamins n'apprennent absolument rien à l'école, si ce n'est une propagande escrolo, woko, machin. Là, vous réagissez pas. Vous n'avez pas d'avenir, vous avez des boulots, oui j'ai un CDI, oui mais un CDI en France, si tu avais suivi l'actualité, tu verrais qu'un CDI ça vaut plus rien en France, aujourd'hui ça ne vaut plus rien, et donc finalement ils sont dans une bulle de confort qui n'est plus une bulle de confort, mais comme on les a abrutis, ça ne veut pas dire qu'ils sont imbéciles, hein. Attention, je dis seulement qu'on les a abrutis, on leur a vidé le cerveau à la louche et qu'ils n'ont plus la capacité de se servir. Et moi, je suis très... De faire un plus un. Ils sont pas stupides, on leur a vidé le cerveau à la louche. Ils n'ont pas conscience de leur déclassement. Véritablement, moi, c'est pour ça que dans ces villages-là, c'est compliqué. Et véritablement, ils vont prendre plein la bouche. C'est un choix aussi d'avoir des œillères. Je crois que c'est très peu de gens qui veulent s'informer. Parce que l'information, c'est pas quelque chose qui rend heureux. C'est quelque chose qui peut, si t'es pas prêt, t'angoisser, te dire que tu perds encore davantage de liens sur ton réel. Donc, vaut mieux avoir des œillères, faire croire que tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. La réalité, ça a été fait tromper aussi. Il y en a plusieurs qui veulent pas être mis face à... Mais non, mais si tu regardes le principe sur les merveilleux produits du docteur Bourla de Pfizer, les gens acceptent jusqu'à un certain point. Ils voient bien que c'est pas les 100% d'efficacité promis par le bon docteur Bourla, mais ils vont pas aller jusqu'à dire bon, peut-être que je me suis fait avoir quand même, peut-être que là on m'a menti, non, ils vont dire mais quand même ça a évité les formes graves. Voilà, c'est maintenant la formule consacrée. Hein, n'empêche pas la contamination, mais protège les formes graves. Super. Comme l'Oasis quoi. Enfin donc c'est vraiment une volonté d'être dans le déni, de rester dans le déni par confort. Mais c'est illusoire parce que ce confort-là va bientôt éclater. Hein, Puis je pense que souvent, les gens qui sont encore accrochés à ce discours-là, comme moi, j'ai une amie, tout le discours qu'on a, j'ai une amie qui m'a déjà dit, oui, mais ça, c'est alarmisme. C'est alarmiste, excuse. C'est de voir, tu sais, tu dis, les enfants apprennent plus rien à l'école. Mettons, j'y disais ça comme exemple, elle était là, franchement, ils apprennent quand même des affaires. Franchement, on peut encore se faire soigner. Franchement, c'est pas si pire. Mais elle est très, quand même, confortable, cette amie-là. Puis j'ai l'impression que c'est des gens qui sont quand même confortables, qui peuvent encore se permettre cette vertu-là. Non, mais c'est la classe bourgeoise. C'est des gens qui vont partir en vacances à l'autre bout de la planète, qui vont aller au ski, qui vont être bien triés dans le bac jaune et qui vont ensuite faire la leçon sur l'écologie, qui pensent qu'il y a encore un avenir parce qu'eux, ils ont un avenir. Parce que dans le compte en banque, il y a de quoi assurer pour les enfants. Ils sont bien au jour le jour. Donc ces gens-là sont quand même une base importante du consentement. Et il y a une partie de la population qui veut appartenir à ce monde-là et donc qui préfère être du côté de la morale bourgeoise, de dire bah, peut-être j'ai pas le compte en banque mais au moins j'ai la pensée. Hein, moi je pense comme les gens qui pensent que la science vous vous rendez compte quand même qu'il y a des gens qui expliquaient que leurs paroles étaient basées sur la science. Alors c'était pas la science, hein, c'était des communiqués marketing de Pfizer, mais ils appelaient ça la science et ils traitaient les autres d'abrutis. Les autres c'était certains des prix Nobel de médecine, des gens qui avaient beaucoup plus de connaissances en virologie qu'eux-mêmes, etc. Mais les médecins coucounous, c'était comme ça qu'ils les appelaient. Mais c'est le bourgeois gentilhomme, c'est-à-dire c'est vraiment une caste qui a la parole, qui dit ce qu'il faut penser, et pour une partie de la population, c'est plutôt quelque chose de souhaitable. Ils veulent appartenir à ce monde-là. Et c'est ça qui fait que ça tient. À la fois les tubes digestifs et les autruches, hein, Nico. Ouais. Mais les tubes digestifs, là, moi, je parle quand même d'une population, je vais vous dire, de classe moyenne basse. Oui, de gens qui ont envie d'appartenir. Ouais, mais eux, moi, la gens dont je parle, c'est même pas ça. Eux, ils sont à la limite de s'effondrer. Véritablement, c'est des gens qui ont des salaires pas mirobolants. Mais là où on a un vrai problème, c'est qu'ils se sentent plus incarner une nation. C'est-à-dire qu'ils estiment que leur petit canapé, leur petit Netflix, leur petit écran, leur petit machin et tout, va les protéger du massacre social. C'est ça. Et ces gens sont à deux doigts ils ont été déclassés. C'est des gens qui allaient à une époque, on a des marques comme Leclerc, supermarché très large. Ils allaient à Intermarché. Intermarché, c'était un peu plus cher à l'époque. Ils sont allés à Leclerc. Puis après, ils sont allés chez Lidl. Et puis après, ils sont allés chez Action. Et même, en fait, en dégringolant
dans le niveau des courses, ou du moins dans la qualité des courses qu'ils font. Ils vont vraiment chez les hard discount. Et même là, ils ne se rendent pas compte. Mais ce qui me pose de véritable problème, c'est que ces gens n'ont pas conscience de faire partie d'une nation. Putain, mais quand vous allez vous faire soigner à l'hôpital à un moment donné, quand vous êtes malade et que vous touchez votre assurance maladie, quand vous êtes au chômage, tout ça, ça va s'arrêter. Mais à un moment donné, eux, ils estiment que c'est un dû. Ils n'ont aucune connaissance du passé. Ils se foutent de l'histoire. Ils ont des connaissances très floues. 1789, Richelieu, Charlemagne, très très vite. Les gamins, c'est des cruches vides. Manifestement, c'est TikTok, Snapchat, et on arrête là. Et moi, ce que je leur reproche, et je suis très énervé contre eux, parce que manifestement, je ne parle pas des classes populaires très très pauvres, je parle vraiment encore de la classe moyenne qui est en train de basculer là. Vraiment, tu es en train de basculer vers la pauvreté, la paupérisation, et qui est déjà dans la paupérisation. Mais franchement, ils n'ont aucune conscience de faire partie d'une nation. Ils n'ont aucune conscience, et je leur dis, mais putain, mais tes gamins, tu vas en faire quoi dans 5 ans? Ta gamine, elle a 10 ans, elle a 12 ans, elle a 13 ans, tu vas en faire quoi? Elle n'aura plus de sécurité sociale, elle n'aura pas de chômage, elle n'aura pas de boulot, elle aura une connaissance universitaire qui s'approchera de zéro. Elle te mène une vie, une guerre de tranchées pour TikTok, Snapchat et autres, et tu continues de penser que tout ça va aller dans le bon sens. Et à un moment donné, cette dépossession que les politiques leur ont imposée, eux aussi ont participé en disant finalement, moi j'habite dans mon lotissement, j'habite dans ma ville, je suis là, et finalement ma souveraineté à moi, mon pouvoir de décider, il s'arrête à la porte de mon appartement ou à la fin de mon jardin. Mais tu imagines qu'à un moment donné, ces gens n'ont pas conscience de faire partie d'une nation, d'un avenir collectif. Qu'est-ce que nous allons faire ensemble? Et c'est ce qui a poussé aussi pendant le Covid. Moi, je l'ai déjà dit, mais j'avais des gens qui me disaient, bah ouais, moi je vais me faire piquer parce que tu comprends, j'ai cours de Zumba le jeudi soir. Je veux aller manger au restaurant avec mon copain. On est chez les fous. Donc, si tu estimes à un moment donné que tu préfères saccager nos libertés individuelles et collectives pour un cours de Zumba ou aller boire ou siroter un mojito le vendredi soir avec tes copines, manifestement, je vois pas dans quelle mesure tu peux t'intégrer dans une société et je vois pas dans quelle mesure tu es une citoyenne, concrètement. Oui, mais moi, je m'en fous parce que je veux du positivisme. Combien de fois on me l'a dit ça? C'est ça, exactement. Mais moi, non, Nico, moi, ça m'intéresse pas. Et puis toi, la politique, t'aimes bien la politique. Mais on ne parle pas de canoë-kayak, on ne parle pas de paddle, on ne parle pas d'aller faire les courses ou de faire des raquettes dans la neige. On parle de politique, on parle de notre avenir à tous. Et ça, c'est absolument dingue parce que ces gens aussi, on les a abrutis. L'éducation nationale en France les a abrutis. Donc, on en a fait des consommateurs. On a fait des gens qui consomment avec le grand mensonge aussi, la mondialisation heureuse. On leur a dit, vous aurez un Coffee Noga, vous aurez une voiture, vous aurez un crédit pour la bagnole. Et la réalité, c'est que ça a été plus vrai. Et maintenant, ils se retrouvent comme des cons, mais ils n'ont pas encore basculé. Et je finis par là. Ces gens-là, les gens qui nous dirigent en France, je l'ai déjà dit, mais les gens dont ils ont le plus à craindre, c'est pas nous, c'est ces gens-là qui en ont rien à faire aujourd'hui, qui sont pas sur les réseaux sociaux, qui lisent pas des bouquins, mais le jour où ils auront plus rien sur le canapé, que l'huissier va finir de prendre le dernier pied de canapé, ils vont frapper, hein. Ils frapperont. De suite, ils frapperont. Et pourtant, c'est des gens aujourd'hui qui ne sont pas dans les radars de la contestation, des fichiers S, des radicaux et tout. Mais moi, je leur dis, hein, mais ils veulent pas l'attendre. Même avec l'immigration massive que la France, l'Europe vit depuis plus longtemps que ce que le Québec vit, tu crois vraiment que ces gens-là vont avoir un pouvoir au moment où il va avoir le point de rupture? De toute façon, c'est une société qui s'effondre dans tous les... Elle prend l'eau partout. Cette société, elle prend l'eau. Mais... Et ça va craquer dans tous les sens. Maintenant, de te dire comment ça va craquer, quand, ce qu'on sait, c'est pas est-ce que ça va craquer, c'est quand ça va craquer. Et à mon avis, ça se rapproche. Mais tous ces problèmes-là qui sont en train de fracturer la France dans tous les sens, franchement, on n'est pas loin du chaos dans ce pays. Ouais. Mais moi, j'ai tout le temps de la misère à croire. Est-ce qu'ils sont si stupides que ça, de tout ce qu'on dit là, avec tous les effectifs qu'ils ont, la richesse qu'ils ont, les gens qui les financent, tous les conseillers, ils sont pas capables de se rendre compte de ça et d'avoir un plan pour ça? Est-ce que c'est voulu? Non. Déjà, ils méprisent le peuple, alors déjà... Mais à un point de pas catcher qu'est-ce qui s'en vient? Mais non, mais c'est un monde clos. Le monde politico-médiatique, c'est pas... ils vont en fait avoir des prismes pour comprendre la société. Ils vont passer par des études de chercheurs sur la France périphérique. Le pire, c'est la Macronie, où eux, ils sont vraiment déconnectés au possible. Et donc, pour comprendre, alors ils passent par des fictions, hein, le cinéma. Il y a des films où... alors, c'est des fictions, donc c'est pas la vie réelle, mais via la fiction, ils vont dire « Ah, j'avais pas vu que c'était ça, les cités, etc. » Donc, c'est ridicule, hein, c'est vraiment... mais c'est l'Ancien Régime. Vous avez la même chose, hein, une caste coupée des réalités qui vit dans l'opulence et des gueux qui survivent et qui sont traités comme du petit personnel. Sauf que le petit personnel, à un moment, si une classe intermédiaire
veut pas jouer le jeu, ça peut effectivement renverser les choses. Et puis, il y a un mouvement de fond volontaire aussi de la part des politiques, c'est la dépolitisation des peuples. L'Union européenne, par exemple, ne parle pas de citoyens, très rarement, elle parle de consommateurs. Tout ce que fait l'Union européenne, c'est d'aider les consommateurs pour avoir maintenant un chargeur universel pour les portables. On est super contents pour avoir des accords transnationaux. Et donc, ils ne parlent que de trucs. Et après, par contre, ça va être envoyer les gens à la boucherie. Donc là, c'est réarmer les pays européens pour aller au carton avec la Russie, éventuellement, à terme, dans 10 ans. C'est un peu le plan actuel. C'est le climat, sauver le climat, et puis envoyer toute une génération se faire massacrer face à la Russie, puisque ça semble être le plan. Donc on est vraiment dans un délire, mais officiel, et très peu de gens relèvent ce délire. Et ils sont là, oui, il faut se défendre, oui, il faut faire... Non, c'est pas une Europe de la défense que vous faites. Vous êtes en train de préparer un carton au nom de valeurs qui sont antidémocratiques. Il y a des coups d'État en ce moment en Europe, en Roumanie, en Géorgie, des gens qui refusent les résultats électoraux parce que le peuple roumain, le peuple géorgien n'a pas voté en faveur de l'OTAN, en faveur de l'Union européenne. Okay. Et donc, les mondialistes, comme on les appelle, sont en train d'organiser des coups d'État avec la présidente géorgienne qui refuse de partir. C'est une Française, elle est franco-géorgienne, donc déjà l'ingérence est là. Le candidat roumain qui était en tête voit son élection annulée par 9 juges. Il va faire appel, mais voilà où on en est. Et puis tout est comme ça. Donc il y a une dictature qui s'enrobe de valeurs démocratiques, mais qui est en fait une volonté d'imposer une pensée unique. Il y a des gens comme ça, des picassiennes. Oui, exactement. Voilà. Et c'est une réalité aujourd'hui que beaucoup ne veulent pas voir. Et puis alors après, vous avez les illuminés européistes qui, eux, sont sincères dans leur démarche, pensent que c'est ça l'avenir et qu'il faut aller encore plus loin et que c'est tout à fait normal. OK, qui sont vraiment pour ce système-là et qui en veulent encore plus. Ça ressemble à quoi? Parce que, tu sais, nous, ici, on en a qui sont... C'est un petit peu mélangé, là, gauche-droite, là, mais on a des gens qui sont comme supposément des punks contre le gouvernement, mais en fait, ils se battent contre ceux qui dénoncent le système pour demander au gouvernement encore plus de règles pour ce qui nous brainwash, genre mettons pendant la pandémie, c'était les mesures sanitaires, on en veut plus, là c'est la crise climatique, on veut plus de mesures, mais c'est censé être des rebelles, mais ils se battent pour le système. C'est comme si la gauche puis la droite s'est inversée. Oui, puis là, l'espèce de gauche qui était avant contre le gouvernement trouve que le gouvernement est trop soft puis demande encore plus de règles. Plus de censure, par exemple, la gauche libertaire. Plus de censure aussi, exactement. Qui était quand même le courant de pensée libertaire qui maintenant est en train de dire effectivement il faut censurer les réseaux sociaux, il faut faire attention à la parole, etc. C'est une inversion des valeurs, mais comme tout en fait, c'est comme dans le roman 1984, la guerre c'est la paix, tout est inversé. La censure c'est la liberté, c'est quand même incroyable. Même l'humain est inversé. Voilà, on joue avec tous ces concepts. Et il y a des gens, qui pensent que c'est le progressisme. C'est même la valeur du progrès, c'est d'aller encore plus loin dans cette confusion totale et des valeurs et l'inversion même des valeurs. Est-ce que c'est en train de tomber, ça? Parce qu'il y a beaucoup de monde dernièrement qui m'ont dit, j'ai l'impression que le vent tourne, que le wokisme est en train de tomber, qu'il y a un retour du bon sens, puis tout, mais je me méfie, moi. Si on parle du wokisme, je pense que la victoire de Donald Trump, c'est un coup d'arrêt, un ras-le-bol des Américains face aux délires démocrates qui sont allés trop loin. Je pense qu'il y a eu le problème du wokisme, c'est que c'est segmenter la société en plein de sous-groupes marketing en disant on va faire du respect, une loi pour toi, et en fait le respect va se transformer en censure de tous les autres pour que tu aies le droit d'exister et de dire n'importe quoi. Bon, très bien, mais s'il y avait simplement la liberté d'expression, ça suffit largement. Oui, tout le monde dit ce qu'il veut. Tout le monde dit et fait ce qu'il veut dans le cadre des lois, il n'y a pas besoin de resegmenter, et donc je pense que la défaite du camp démocrate, outre le fait que Kamala Harris était une fausse candidate qu'ils ont sorti au dernier moment parce qu'ils savaient qu'ils allaient perdre, je pense, d'une certaine façon, il y a un rejet de ces valeurs-là. Et puis il y avait un programme du côté républicain avec Trump, et ça change tout. Et je pense que oui, ce moment woke, entre guillemets, parce que le wokisme en soi n'est pas un mal, le fait de dire qu'il faut prendre en compte ce qui s'est passé dans l'histoire sur les peuples opprimés, sur les minorités opprimées, c'est bien, heureusement. C'est ça, les causes sont toutes bonnes. Mais c'est la façon. C'est le moment où ça devient une censure de toute pensée contradictoire parce qu'on n'a plus le droit d'en parler, et une propagande.
aussi qu'ils sont un peu incultes, parce que le wokisme, oui, à un moment tout donné, à fait, c'est ça, exact. La cause est bonne, mais les mecs sont incultes. À un moment donné, ça, si on veut prendre toutes les complexités du monde de l'histoire, il va falloir s'entourer de gens qui sont historiens et qui sont en capacité à un moment donné de démêler le vrai du faux. Si c'est encore possible, moi je suis fils d'historien, donc à un moment donné, l'histoire est compliquée. Donc de dire oui, mais ça, ce peuple-là, machin, il y a quand même beaucoup de choses qui sont quand même dingues. Et là aussi, on se retrouve sur une population de gens qui sont complètement idéologisés, qui sont à mon avis les bouffons du pouvoir. Hein. C'est comme quand Macron a appelé, je me rappelle, à la marche pour le climat. Manifestement, quand Macron, le gouvernement, appelle pour une marche pour le climat et que les mecs y vont avec peinture lurée et des cheveux bleus et rouges, manifestement, si tu n'as pas l'impression d'être le bouffon du roi, je pense que ton intelligence laisse à désirer. C'est évident. Et ça, je pense que c'est terrible. Mais je voudrais dire quand même que sur ces questions-là dont on parle, et je suis d'accord avec Alexis sur tous les points, mais qui sont les vrais responsables ? C'est nous. C'est la population. On laisse faire ça. On laisse faire ça. Donc en France, il y a eu une répression terrible. Il faut quand même être clair là-dessus. Il y a eu des répressions terribles pour les Gilets jaunes. Aucun pays ou très peu de pays se sont indignés de l'instance internationale de ce qu'on a fait aux Gilets jaunes. 5000 blessés, 1000 incarcérations, des mains arrachées, des jambes éborgnées, mutilées, des gens qui étaient certains policiers qui étaient en roue libre totale. Moi, je l'ai déjà dit une fois, j'ai vu des femmes se faire tirer par les cheveux sur les trottoirs à l'avenue de la Grande Armée. Des femmes comme vous, voilà, traînées par les cheveux parce qu'elles venaient manifester. À un moment donné, les gens qui ont ça, les policiers qui ont fait ça, les CRS qui ont fait ça, devraient être au trou pour 40 ans, à mon avis. C'est évident. Pourtant, je suis pas anti-police concrètement, hein. Mais là, on a vu des choses, c'est pas possible en fait. À un moment donné, il y a des gens qui se livrent véritablement parce qu'un pouvoir comme ça doit s'appuyer aussi sur une garde prétorienne. Voilà. Mais pour en revenir à l'idée de début, c'est-à-dire qu'il y a une population aussi qui a laissé faire ça. Il y a une population, et c'est les gens dont je parlais tout à l'heure, les autruches et tubes digestifs, mon avant-dernier livre, c'est que c'est des gens qui ont laissé faire ça et qui se foutent de tout, mais qui ne voient pas à un moment donné, c'est-à-dire qu'ils estiment que aujourd'hui est pareil que hier et qu'après-demain sera pareil qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils ont une vision linéaire du temps et ils n'ont pas la connaissance que ça s'enfonce. Et puis ils ne veulent pas le voir. Ils ne veulent pas le voir. Mais est-ce que c'est pas le système aussi qui a conditionné ces gens-là à devenir comme ça? Parce que moi, en tant que... Tu sais, je dirais que si ça n'avait pas été de la pandémie, je serais sûrement un tube digestif ou une autruche. Là, je ne sais pas lequel des deux. Peut-être un mélange des deux. Sûr et certain. Un tube digestif d'autruche. Mais... Moi, j'ai toujours trouvé que la politique et même l'histoire, est-ce que c'est fait exprès que ça soit inintéressant, compliqué et plate comme ça? Alors, il y a deux choses. Déjà, par rapport à ça, tu as raison de le dire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans notre pays à nous, il y avait quelque chose qui s'appelait l'éducation nationale. L'éducation nationale, c'était pour former à un moment donné des citoyens, des gens qui étaient capables de réfléchir, de s'émanciper intellectuellement. Ça devrait pas être offert à tout le monde. Je me rappelle toujours. Non, ben oui, mais c'était ça. Moi, je me rappelle toujours du livre que j'avais lu de Jacques de la Crétel-Silberman. C'est un petit juif qui arrive de Pologne et qui se retrouve à Paris à la fin de la guerre et qui, à un moment donné, son seul objectif, c'est d'être meilleur que ses collègues de classe pour essayer de s'intégrer très rapidement. Il y a cette notion. Mais quand il y avait l'école républicaine avec un enseignement valable qui n'était pas finalement le temple de toutes les idéologies, de toutes les propagandes, c'est ça la réalité. Et moi aussi, moi je suis franco-polonais, je viens de milieu très pauvre aussi. Ma grand-mère embouteillait des bouteilles dans une usine. Elle est arrivée de Pologne parce qu'elle a fui l'armée rouge, les nazis puis l'armée rouge. Je veux dire, on a bénéficié, nous, concrètement, de cette école républicaine avec un papa qui s'est formé à l'école républicaine. Et bon, voilà. Mais à un moment donné, on a détruit ça délibérément. Et puis je continue de penser, et ça c'est un point qui me semble important, c'est-à-dire qu'on nous a vendu la mondialisation. Énormément, la mondialisation heureuse, vous verrez, tout le monde aura une voiture, tout le monde aura un crédit, tout le monde aura un chien, tout le monde aura une maison. C'est mais en fait, exactement. Ça peut mais la mondialisation, d'une part, a appauvri, a détruit économiquement notre pays, littéralement, détruit, mais c'est pour moi délibéré. Mais aussi, elle a vidé le cerveau des gens. Parce que pour faire marcher une mondialisation, il faut des consommateurs. Et je l'ai déjà dit, les consommateurs, il faut qu'ils aient rien dans le crâne. C'est la démocratie qui a. C'est simplement votre seul acte citoyen, c'est d'aller le samedi après-midi, acheter votre carte bleue, ce qui vous reste avec votre crédit conso, c'est d'acheter une armoire Billy chez Ikea ou je ne sais quoi. Et là, vous devenez finalement le citoyen de la mondialisation. Mais pour être dans la mondialisation, pour faire marcher la mondialisation, il faut des gens qui ne réfléchissent plus, donc il faut des consommateurs. Donc je pense que la mondialisation aussi, et on ne le dit pas assez, c'est-à-dire qu'elle a délibérément abruti les gens. Elle a abruti
retire aussi une part de la classe politique. Et c'est en ce sens que c'est un véritable crime, et c'est en ce sens que c'est une véritable trahison de nos élites. Parce que nos élites nous ont trahis, véritablement. Et on aurait dû violer, parce qu'on a eu le référendum de 2005 en France, rapidement, on avait voté non à 54%. 3 ans après, toute la classe politique nous l'a mis machin, et a fait passer ça, alors que le peuple avait dit non à un traité constitutionnel. Et là-dessus, ça fait 30 ans que ce pays s'effondre, mais c'est une régression. Tout ce que nous vivons n'est qu'une régression culturelle et intellectuelle. Nos élites comme Macron, ses conseillers là, et ses ministres qui ont 3 neurones qui n'arrivent pas à les mettre en face, ce sont aussi, eux, des victimes. Et la différence que ce sont des victimes, eux, ils ont les manettes du pouvoir, donc ils ont toutes les prébendes du pouvoir, et ils auront des carrières bien remplies, on ne s'inquiète pas pour eux. Mais c'est pour moi une véritable régression intellectuelle et culturelle, et le Covid aussi, je finis là-dessus. Le fait qu'il n'y ait pas eu de résistance, elle provient aussi du fait que nous avons régressé, provient aussi du fait que nous ne réfléchissons plus, provient aussi du fait que nous n'arrivons plus à nous situer comme citoyens. Et qu'est-ce que c'est être citoyen aujourd'hui? Et qu'est-ce que c'est à un moment donné que moins on est citoyen, plus on se retrouve perdu, précipité dans des régimes pré-totalitaires et autoritaires. Voilà, et je pense que mais c'est ça, puis je pense que le rôle à la base des dirigeants, si on est dans une société qui comporte des dirigeants, ce serait d'être bienveillant et de vouloir nous élever en tant que peuple. Parce que là, tu sais, on a beau dire les gens sont endormis, ils ne s'intéressent pas à la politique, mais justement, on s'est fait abrutir, on s'est fait apprendre à consommer. Et là, plus on commence à se réveiller, plus on s'appauvrit. Plus on s'appauvrit, plus on doit travailler. Puis je veux dire, travailler 40 heures semaine, payer nos comptes, trouver la politique compliquée puis plate, ben c'est normal que la personne moyenne là, qui a 3 enfants, qui a un travail à 40 heures par semaine, qu'il faut qu'il fasse des heures, une maison à payer, puis des dettes, ben après ça, aller s'intéresser à c'est qui tel ministre, qu'est-ce qu'il a dit, c'est quoi son espèce de projet de loi plate, il parle d'une façon complètement inintéressante. Fait que, tu sais, déjà, moi, je commence à m'intéresser à la politique. Je trouve pas ça super... Tu sais, il y a des gens qui sont vraiment des passionnés de politique. J'ai l'impression qu'il faut que ça soit un peu ta passion, ton intérêt, mais pour la personne normale, c'est plate, c'est vraiment un effort à faire, puis on se l'est pas fait inculquer naturellement cet intérêt-là pour la politique, puis ça devrait, tu sais... Moi je suis d'accord avec toi là-dessus, on me l'a souvent dit. Alors moi je vais te répondre à ça, je vais parler pour la France. Moi on m'a souvent dit, les gens ils n'ont pas le temps de s'intéresser à la politique. Ok, le temps de consommation de télé par jour, par Français, c'est 3h45, hein. Oui, mais c'est un échappatoire. Non, mais à un moment donné, je veux dire, et là, je parle même pas de politique, des discours des uns et des autres, ne serait-ce que se renseigner sur ce qui se passe dans ce pays et se renseigner sur son rôle de citoyen. Quand il y a 3h42 de télé française, je parle pour les classes moyennes. Pour le coup, là, je vais resserrer sur les classes moyennes. Je parle pas des classes, comme tu as dit, les mères isolées, les mères célibataires, les gens qui ont des travails de nuit, qui là, manifestement, eux, ils sont complètement broyés, brisés par le système, ils sont concassés toujours par le système. Mais les classes moyennes dont je parle, qui peuvent aller encore 3 jours en vacances, prendre un EasyJet ou un Ryanair, qui ont des petits cours de paddle ou de Zumba ou je ne sais quoi, qui arrivent à dégager du temps pour eux. Mais il faut que je fasse une parenthèse, parce qu'on parle des mères célibataires qui ont le char à payer. Hey, j'aurais été la première à juste, le gouvernement dit ça, je suis une mère célibataire, je fais vivre ma maison à moi toute seule, j'ai mon char à neuf à payer. Puis j'ai été de la résistance, tu sais. Fait que quelles sont leurs excuses? Non, je le sais, mais je comprends. Mais quelles sont leurs... Il y a une part de responsabilité, mais on s'est aussi fait complètement élever là-dedans, là, dans pas s'intéresser à notre histoire, se la faire apprendre d'une façon complètement plate. La politique, zéro appris là, à l'école, au secondaire, au primaire. Vrai, mais on dirait que ça l'excuse rien. Non, mais un peu. Je trouve. Oui, non, mais je suis d'accord. Il y a quand même des situations dans lesquelles tu peux moins facilement effectivement t'intéresser à ça. Mais tu as raison. Mais là aussi où je reproche ça, c'est qu'à un moment donné, ces gens n'auront plus de choix en fait. Il faut au moins qu'ils aient conscience de la trahison. Parce que je leur demande pas à un moment donné de me citer tous les responsables du Parti radical de France dans les années au XXe siècle. Je leur demande simplement de se rendre compte de la trahison. Moi, quand je leur dis, mais ton électricité, le montant en bas là. T'as bien compris qu'à un moment donné, ils te la mettent jusqu'au fond de la gorge. Je suis désolé d'être un peu trivial et un peu vulgaire, certes. Mais je dis, il faut que tu comprennes que si tu payes ça, c'est qu'à un moment donné, il y a des gens là-haut qui ont décidé que tu allais payer ça. D'accord? Et qu'il y a des gens, en plus des opérateurs privés, qui se sont renseignés. Donc, si tu acceptes de payer ça, le jour où ça va te tomber dessus, que tu vas avoir 2 huissiers qui vont venir à la maison, faudra pas venir chouiner, en fait. Parce que, tu préfères la Zumba. Oui, mais le problème, c'est aussi
la capacité de réaction, la capacité de manœuvre. Les gens aussi sont rendus incapables parce que on leur demande simplement de voter une fois tous les 5 ans pour un produit marketing politique, qui n'est pas un homme politique, qui n'est pas un homme d'État ou une femme d'État. Qui est élu en double maintenant depuis une couple d'années. Maintenant, ils n'ont plus juste un mandat, ils en font 2. Et donc le but, c'est d'empêcher après aussi le fait que les institutions permettent des réactions politiques. Si vous aviez un mandat unique, impératif et révocatoire, croyez-moi que la classe politique serait tout à fait différente. Si vous aviez la capacité de faire appel aux Français par des référendums, par le référendum d'initiative citoyenne par exemple, ce serait aussi une politique tout à fait différente. Là, vous avez un président mal élu, complètement illégitime, qui s'accroche au pouvoir en France, Emmanuel Macron, qui gouverne contre le vote des Français par 2 fois et qui peut tenir parce que les institutions le permettent. Donc il faut voir que là maintenant c'est une guerre. Une guerre réelle en fait de légitimité. Vous avez ceux qui se sont accaparés la légalité, les institutions et qui en jouent en disant moi les Français ont voté pour moi, donc j'ai 5 ans, je fais ce que je veux. Non, c'est les institutions qui permettent ça. Légitimement, tu dois partir. Si tu respectes le vote des Français, à 17% de satisfait de ton action, tu te barres et tu dis pardon. Mais il reste et il dit allez vous faire foutre. Donc c'est vraiment tout un système qui est à revoir. Et pour ça, il faut une responsabilisation des citoyens. Ouais. Il faut des mouvements citoyens qui existent déjà, mais qui soient plus forts, plus larges, de responsabilisation sur le fait que c'est à nous de reprendre le pouvoir, nous les citoyens. C'est à nous de réécrire les règles du jeu, parce qu'aujourd'hui, les règles du jeu, elles profitent à Gérard Larcher, elles profitent à des gens bien installés depuis des années qui s'engraissent avec l'impôt des Français. Et ça suffit. C'est pas tenable. Mais pour ça, ça demande effectivement un effort de responsabilisation, de dire il faut que je trouve mon temps dans la journée pour m'informer, pour militer, pour rejoindre une association citoyenne, pour faire des choses. Et beaucoup de gens ne sont pas prêts à le faire. Non, parce qu'ils ont encore un peu de confort. Puis, parce que c'est compliqué. C'est vrai que c'est difficile. C'est ça. Puis tu sais, je les déresponsabilise encore un peu. Mais tu sais, je pense qu'en tant que société, ça aurait dû être à nos institutions former, de les former dès le départ, dès l'école. Là, on est dans une société complètement brisée avec des gens qui n'ont pas été formés sur plusieurs générations. Tu sais, l'histoire aussi, là, je veux dire, je pense qu'en France, vous êtes plus... en tout cas, j'ai l'impression que vous connaissez peut-être un peu plus votre histoire. Vous avez le sang plus chaud, vous êtes plus... Vous descendez dans les rues plus... Puis moi, je lève mon chapeau à ça. Vous êtes des rues depuis bien avant la pandémie. Là, les gilets jaunes, c'est depuis avant ça. Oui, mais encore une fois, c'est ça, côté histoire, moi, je trouve ça... Tu sais, je veux dire, mes cours d'histoire à l'école, c'était des professeurs zéro passionnés, là, morts en dedans, qui nous appelaient. Fait que moi, j'ai appris ça. Ça m'a jamais intéressé, mais je le sais que c'est important, l'histoire, mais pour que je prenne l'effort d'ouvrir un livre d'histoire puis d'apprendre notre histoire, de m'y intéresser, c'est vraiment un gros effort. Fait que je peux comprendre que d'autres le fassent encore moins. L'histoire, en plus, l'histoire, c'est pas un pavé. L'histoire, il faut l'appréhender, il faut se poser des questions. Enfin, tu peux pas te dire, tiens, je vais me lire l'histoire du Québec, et une page par nuit. Enfin, une page plus, non, mais c'est pas possible, c'est pas comme ça qu'on fait. Quand tu veux dire, tiens, cette période-là, ça m'intéresse, tiens, pourquoi ça s'est passé ça, pourquoi ils ont réagi comme ça. C'est pas un livre, puis à la fin, tu connais l'histoire. C'est plus compliqué. Puis l'histoire a été écrite pas par les gentils, mais par les gens qui ont gagné. Donc, qu'est-ce qui est vrai? Il y a plusieurs courants d'historiens, tout ça. Il faut que tu relis ça à l'histoire de d'autres endroits. Mais je continue à dire qu'il y a une responsabilité, mais Alexis, en plus, a tout à fait raison. Et je veux dire, à un moment donné, je prends un exemple, contre la réforme des retraites en 2023, on était 3,5 millions de personnes dans la rue. N'importe quel gouvernement un peu sain, un peu démocratique, à 3,5 millions de personnes dans la rue, il aurait reculé, il aurait même démissionné. Lui, il a continué à envoyer sa garde prétorienne pour frapper sur les gens. Donc on se retrouve en plus encore plus emmerdé pour la bonne et simple raison qu'il a dit, ces gens sont au pouvoir et pas que Macron. Le président du Sénat, le Conseil constitutionnel, de toute façon, en France, vous avez le président du Conseil constitutionnel qui s'appelle Laurent Fabius, hein. En France, on sait qu'on est en démocratie quand on vote et qu'à la fin, c'est le président du Conseil constitutionnel qui décide pour nous. Voilà, c'est comme ça qu'on sait qu'on est en démocratie en France. Et on se retrouve dans cette situation compliquée parce qu'il y a quand même des gens qui ont compris et on se retrouve avec quelqu'un qui est là aujourd'hui au pouvoir, qui à un moment donné est en train de dépasser toutes les limites, qui est illégitime. Un gouvernement illégitime. On se rend compte que la gauche, dictature aux législatives, la gauche est arrivée avec 9 millions de voix. Le RN, droite conservatrice, extrême droite, 11 millions de voix. Macron est allé chercher un des classiques du parti de la droite, ou ce qu'on appelle républicain, enfin la reine républicaine, mais peu importe. Ils avaient 46 députés. Ce Premier ministre-là se fait dégager
par une motion de censure. Il va nous chercher le responsable de groupe de députés qui ont 30 députés à l'Assemblée. Mais à un moment donné, tu vas prendre qui ? Tu vas te prendre toi-même, tu vas faire aussi Premier ministre. Donc, manifestement... C'est déjà le cas. On est là-dedans. On est au-delà, en plus de ces gens qui ne s'intéressent pas et qui se laissent aller et qui ne voient pas le mur arriver, on est aussi dans des institutions, une espèce d'oligarchie, une caste, une junte qui a pris les clés du camion et qui ne veut plus les lâcher. Et dès qu'il y a des gens qui commencent à contester, comme ça soit nous, on est visés, dans les manifestations, on est réprimés. Et c'est terrible parce qu'on vit vraiment un moment de notre histoire extrêmement important. Et la population, ou du moins les Français qui vont se réveiller, qui sont déjà réveillés, vont jouer une partie prenante incroyable, puisqu'aujourd'hui, nous avons... faut dire, l'opposition politique, c'est un scandale en France. Mais ça veut dire aussi qu'à un moment donné, il va falloir que des gens se mobilisent concrètement. Mais c'est très compliqué parce qu'il y a quand même des gens qui ne veulent pas se mobiliser aujourd'hui, qui estiment que c'est très loin d'entre eux. Et je pense que la France aujourd'hui est véritablement dans ce partage des eaux. Et on s'est quand même sorti. Il faut quand même savoir qu'on a été dans des situations beaucoup plus compliquées que ça et qu'on s'en est toujours sorti. Mais aujourd'hui, je dois dire qu'on vit quand même une époque assez effrayante. Passionnante pour nous parce qu'on la commente et que c'est passionnant. Mais pour individuellement, collectivement, qu'est-ce que ça va donner dans 6 mois, 8 mois, 1 an, 2 ans ? Et puis franchement, avec le type là qu'on a au pouvoir, on sait pas, il est prêt à tout. En fait, les autres pays se rendent pas compte qu'on a un mec qui est prêt à tout aujourd'hui. Avez-vous peur pour l'avenir ? Ah bah oui, complètement. Alors on le dit, il est capable de prendre l'article 16. Si tu veux en dire un mot, enfin, ça c'est dingue l'article 16. On a un président qui va peut-être prendre l'article 16 de la Constitution, c'est-à-dire c'est les pleins pouvoirs. OK. C'est les pleins pouvoirs, plus de droit de presse, plus il de a droit de justice. apparemment, voilà. des médias ont relaté le fait qu'Emmanuel Macron demandait conseil auprès de conseils juridiques sur la potentialité d'un article 16 si la France devenait ingouvernable. C'est grave. Ce qu'il a réussi à faire. Puisque ingouvernable selon ces critères. Là. C'est un peu l'équivalent de notre le truc de censure. Là, moi j'allais dire comme Justin Trudeau qui a sorti les mesures d'urgence parce qu'il y avait des camionneurs qui klaxonnaient à Ottawa. C'est les mêmes. C'est-à-dire c'est des dictateurs en puissance. Il n'y a pas de fin, par exemple, vous, à l'article 16. Si, normalement, il peut le faire, mais après, il y a un vote quand même au Parlement, etc. Mais pendant un mois, ça peut être énervé. Voilà, pendant un mois, il peut vraiment faire taire tous ceux qui souhaitent faire taire, etc. Fait qu'il faudrait comme quelque chose pour justifier que ça devient ingouvernable. Est-ce que vous pensez que le gouvernement pourrait déclencher ce quelque chose comme excuse? Non, je pense pas. Ça peut être, justement, c'est pour ça qu'il a demandé conseil. Ça peut être simplement de dire que devant un Parlement qui est dans la capacité de voter un budget, etc., il va utiliser des arguties légalistes pour peut-être faire ça. Mais là, on est dans la politique fiction, on n'en est pas encore là. Moi, je suis pas aussi inquiet que Nicolas. Moi, je pense qu'il y a au contraire beaucoup d'espoir sur la capacité citoyenne à s'organiser et à comprendre et à dire maintenant, nous n'avons pas le choix, en réalité, puisque le moment est tel d'effondrement politique, intellectuel et moral que le choix se fait d'agir ou de ne pas agir. Ceux qui vont choisir aujourd'hui de ne pas agir se regarderont bizarrement dans la glace dans quelques années. Donc je crois que ça va être un déclencheur pour beaucoup aussi de citoyens qui ne passaient pas le cap et qui vont dire « je n'ai pas le choix ». On est dans une situation où on n'a plus le choix parce que si on les laisse faire, la catastrophe, oui, elle est assurée. Donc maintenant, c'est la question de la renégociation de la dette, c'est la question de l'économie, c'est la question des libertés, c'est la question de l'humain aussi, la façon dont on va envisager ces libertés humaines et la dignité humaine, parce que toutes les lois progressistes, quand même, maintenant c'est la loi sur la fin de vie, enfin on est dans l'euthanasie, on est dans le malthusianisme, on n'est jamais quand même dans des lois de bonheur ou un avenir heureux qu'on nous propose. Donc il est temps de dire stop et de dire écoutez, c'est très bien, mais on voit quand même que votre plan, il pue la merde. Excusez-moi du terme. Donc, on aimerait... On le voit, on le sent, on tout, là. Ouais. Et donc, c'est à l'odeur de la merde, c'est à la couleur de la merde, mais c'est de la merde. C'est de la merde. Donc, pour les incultes comme moi, là, qui ne suivent pas tant la politique en France, j'entends que vous n'aimez pas beaucoup Macron. J'entends souvent le nom Macron. On ne l'aime pas, Macron. Beaucoup de choses qu'ils disent de lui, c'est Trudeau. Mais c'est ça, j'allais dire. Donc, c'est vraiment un progressiste qui est catastrophique dans tous les aspects d'une société. C'est vraiment Trudeau. C'est la même chose avec l'arme nucléaire, avec en plus la morgue française, parce que votre Trudeau, bon, il est un peu niais et ça le sauve avec ses chaussettes débiles et tout. Il est complètement con et ça le sauve avec ses chaussettes débiles. Macron, lui, se prend pour Jupiter. Okay. Ah oui, vous le diffusez après notre vol. Hein. Non, parce que si on pouvait passer à la douane, ça nous arrange en même temps. Non, si on peut éviter de se faire arrêter à la douane demain. On n'a rien dit. On n'a
rien les dit. propos sur Justin Trudeau. Quoi, on n'a pas le droit de dire au Canada que Justin Trudeau est complètement con? T'as pas le droit de l'écrire sur Facebook. Arrête. Ah. J'ai jamais essayé. Eh ben, tiens, Ouais, essaye. vas-y, Vas-y, on va vas-y. essayer. Sur un téléphone, On va vas-y. mettre l'extrait, puis on va écrire Justin Trudeau est complètement con. Donc, dans le fond, nous, il est un peu moins pire. Fait que on a la version Wish de Macron. Ouais, t'as la version fête foraine, toi. Mais on est aussi la population Wish de la France. Parce que eux, ils sont beaucoup plus prime que le Québécois peut l'être. Fait que Macron est pas mal plus prime que ce que Trudeau. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fais les Je veux pas vous insulter. Je trouve qu'il a l'air un peu niais, le vôtre aussi. Ben oui. Ah bah ouais, d'ailleurs, vous avez son portrait, là. C'est un peu ça, quoi. C'est assez ressemblant. C'est assez ressemblant, c'est vrai. Il y a un truc, quoi. C'est assez ressemblant. Jumeaux de Trudeau aussi sont pareils. Oui. Puis mettons que vous voulez m'expliquer brièvement, comme à une enfant de 5 ans attardée, c'est quoi l'Union européenne, puis pourquoi on veut pas ça? Alors, Donne ta version de la mienne, ça va être piment de Cayenne et avec alors, beaucoup piment de des sacre, attends, idéalement. c'est bien, on est au coin du feu. Alors, Roxane, je vais te raconter l'histoire de l'Union européenne. Oui, on va mettre Il était Il était une fois allez, l'Union européenne. Non. Il était une fois des petits pays au sortir de la Deuxième Guerre mondiale qui décidèrent de se mettre ensemble pour produire du charbon et de l'acier et pour éviter une nouvelle guerre entre nations, notamment la France et l'Allemagne. Et c'était plutôt une bonne idée. Mais cette idée était quand même, des faits s'étaient penchés sur le berceau de l'Union européenne, notamment les États-Unis, qui voulaient faire en sorte d'affaiblir l'Europe ou d'en faire un marché. Le plan Marshall, en fait, était de l'argent pour aider les Européens à se reconstruire avec les produits américains. Donc ça, c'est ce qu'on a appelé les 30 Glorieuses. Et donc les pays européens se sont américanisés à vitesse grand V. Et l'Union européenne était le cheval de Troie pour faire un marché euro-atlantiste et faire en sorte que, avec la guerre froide, de plus, puisque la Russie était l'ennemi soviétique et communiste aux portes de l'Europe, il fallait avoir des bases fortes. Et il y a eu l'OTAN qui s'est greffé à ça. Donc c'était l'idée de faire une alliance euro-atlantique avec des petits pays qui seraient ultra dépendants. Sauf qu'en France, on avait De Gaulle qui n'était pas forcément d'accord avec cette vision des choses, mais on avait Jean Monnet qui lui était totalement pour les intérêts américains et totalement européiste, et d'ailleurs qui est célébré comme un des grands pères fondateurs. Qui était un agent américain. Et qui était un agent américain, effectivement, qui avait été formé à l'anglais, etc. Donc on est là dans une construction politique d'affaiblissement des pays européens, des États-nations européens, avec une visée fédéraliste, qui n'existe pas actuellement. Nous sommes en train de subir une évasion migratoire. Une submersion migratoire, là. Excusez-moi, mais là c'est plus possible. Non, ce sont des militants transespèces qui s'identifient à des humains. On va viennent vous empêcher de parler. Ouais. Alors, donc voilà, donc l'Union européenne, c'est ça. Ouais. Et aujourd'hui, c'est devenu une construction politique encore plus dangereuse parce qu'il y a une monnaie unique qui s'appelle l'euro. Parce que maintenant, on a à la tête de l'Union européenne un autre agent américain, Ursula von der Leyen, qui a fait toute sa carrière aux États-Unis et qui travaille aussi dans l'intérêt de cet euro-atlantiste qui va faire une nouvelle guerre froide contre la Russie, non pas soviétique, mais la Russie de Poutine. Et on arrive à un moment dangereux parce que Ursula von der Leyen s'arroge des pouvoirs qu'elle n'a pas. Personne ne gueule, ou très rarement, et que l'Union européenne est en train de créer un proto-gouvernement au-dessus des gouvernements nationaux. Et donc déjà, on dépend des traités européens pour le libre-échange, le Mercosur par exemple, sur les lois françaises, par exemple la protection des frontières, etc. On dépend des traités européens. Donc on a très peu maintenant de choix politiques au niveau national, et avec cette Europe politique qui est en train de se faire, ça va être encore pire, parce que le but non avoué, c'est le fédéralisme, c'est-à-dire un gouvernement supranational qui décide de tout, loin des citoyens qui sont dépolitisés et donc qui n'ont même plus les moyens en fait. Ursula von der Leyen, personne ne l'élit. Vous vous rendez compte qu'on a une dirigeante non élue, on a une commission européenne non élue, 26 commissaires qui sortent comme ça du chapeau de Jupiter et qui décident tout seuls. Contre après, et vous avez le Conseil européen où là les présidents et les chefs de gouvernement se réunissent et décident entre eux, mais ils veulent faire tomber la règle de la majorité, donc en gros maintenant ce serait un truc qui servira à rien. Et on a un parlement fretoche qui est le Parlement européen, qui est une courroie de relais des lobbies en fait, qui sert à faire des lois dans l'intérêt des lobbies américains. Où les députés sont très très bien payés. Oui, très très bien payés, et où d'ailleurs il y a des affaires de scandale, de détournement de fonds. Le parti de François Bayrou, le nouveau Premier ministre français, a été pris la main dans le sac puisqu'il détournait l'argent du Parlement européen pour son parti. Le parti Rassemblement National de Marine Le Pen, la même chose. Le procès est en cours. Donc, c'est ça l'Union européenne. C'est une arnaque totale, volontaire de la part des élites
qui, à un moment donné, ont souhaité se dédouaner et dire on va donner le pouvoir à un truc supranational et on va encore enlever un peu de pouvoir aux cons qui vont pas voter, donc ils n'auront rien à dire. Et on n'a rien à dire. Et quand les Français disent non en 2005 sur le référendum pour la Constitution européenne, c'est un non massif, franc, après une campagne pourtant de propagande pour le oui. OK, fait quand même les gens ont non, parce que le non gagne, mais le oui gagne après, parce que le non a été enterré par Nicolas Sarkozy, qui a fait rentrer tout ce qui était dans le traité refusé par les Français à l'appel, par la fenêtre, avec le traité de Lisbonne, etc. Réécrit par qui ? Par l'ancien Premier ministre, Michel Barnier. Voilà. Oui, du groupe Amato. Vous voyez, la boucle est bouclée en permanence, quoi. C'est ça le problème aujourd'hui. On va devenir une véritable province, comme vous. Macron ne sera qu'un gouverneur de l'Union européenne et nous n'aurons plus absolument aucun droit de vote. Comme le gouverneur Trudeau. C'est exactement. Voilà, le gouverneur Trudeau, effectivement. Non, mais c'est ça ce qui nous attend aujourd'hui. C'est ça. Et puis, c'est la perte des libertés, c'est la précarisation, c'est la fin de l'industrie, c'est la fin de notre sécurité, c'est la fin de tout ça. Oui. Voilà. Et il y a tous les partis politiques aujourd'hui, même de l'opposition, qui font une espèce de théâtre à l'Assemblée pour nous dire qu'il faut faire ça, qu'il faut faire ci et que c'est pas normal, mais qui ne veulent pas sortir de l'Union européenne. Donc en fait, ces gens se moquent des populations. Il y a quand même 20 millions de Français qui ont voté soit la gauche, soit le RN, mais qui, manifestement, les deux partis en question, les deux groupes politiques en question, ne veulent pas sortir de l'Union européenne. Donc ces gens sont un mensonge. Mais pour en revenir à ça, tempête qui vient, moi je dirais que mon dernier livre, c'est La tempête qui vient. Donc je suis convaincu qu'il va y avoir cette tempête populaire qui va arriver. Et je continue de penser aussi, par contre, qu'on va arriver à une masse critique de gens très énervés, qui vont à un moment donné s'énerver très très fort, très violent, et que l'affrontement est inévitable. Mais par contre, l'affrontement n'est pas souhaitable pour personne. Parce que l'affrontement, c'est le chaos. Et le chaos, pour le coup, on ne sait pas comment ça termine. Mais ça ne peut faire, parce que la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui reste aux citoyens pour à un moment donné se faire entendre ? Les citoyens qui entendent. Et les citoyens qu'est-ce qu'il leur reste ? Il ne leur reste pas grand-chose. Donc quand tu ne peux plus voter, qu'on ne donne plus la parole, que quand tu votes, Macron élit quelqu'un d'autre, ou du moins nomme quelqu'un d'autre, qu'est-ce qui te reste ? Et que les partis politiques, finalement, sont devenus des fantoches, il ne reste plus grand-chose. Il reste la rue. Et la rue, c'est l'affrontement. Et l'affrontement, franchement, c'est pas souhaitable. Mais c'est la seule. On n'a pas le choix. Mais quelles sont les opportunités, les pistes pour un peuple qui a compris de se faire entendre ? Eh bien, c'est la rue. Voilà. Et ça, c'est terrible. Parce que ça veut dire qu'on est dans une régression démocratique. Complètement. Et donc, c'est ça. Vous voulez l'affrontement ? Vous voulez à un moment donné du monde dans les rues ? Vous voulez qu'on revive les gilets jaunes version 1000 ? Vous voulez des tirs de LBD ? Vous voulez des gens qui sont les mains arrachées, des gens éborgnés ? C'est ça que vous voulez faire ? Parce que les gens qui vont sortir, comme les agriculteurs en ce moment, ça va monter en régime. Parce que les mecs, à un moment donné, ils ont un sens de l'humour très approximatif et ils vont frapper. Ils vont vraiment frapper. Donc vous allez vous retrouver avec des policiers qui vont vraiment s'affronter avec les agriculteurs ou avec les Français. Vous voulez que les Français se battent entre eux, en fait, parce que les policiers sont des Français. Vous voulez la guerre civile. Payés par vos taxes, probablement, comme ici. Là. Ouais. Mais à mon avis, la jarre est tellement... La dernière goutte vient de tomber. Et ça va partir dans tous les sens. Et une nouvelle fois, c'est pas souhaitable. Moi, je suis pas de ceux qui appellent à l'émeute, machin, parce que je pense que tout le monde y perdrait, enfin. Mais aujourd'hui, la question que je pose, c'est... Moi aussi, mais devant le choix inévitable, j'y vais. Ouais, mais quelle issue vous nous proposez ? Quelle issue ce gouvernement nous propose ? Quelle issue l'oligarchie nous propose ? Quelle issue cette case nous propose ? Aucune. Voilà. Donc, d'obéir. Ouais, d'obéir, c'est tout. Mais moi, quand je vous écoute décrire l'Union européenne... Ouais. Oui. Ah. Y avait-tu pas son micro? OK. Okay. J'adore ça, je l'ai mis juste comme ça. Oui, c'est ça. Ben moi, ce que j'entends quand vous me décrivez l'Union européenne, là, je vais aller dans les théories du complot. Là, mais on parlait du New World Order, qui est un gouvernement plus global, plus mondial, mais je veux dire, ça ressemble un peu à ça. Là. Alors, c'est pas les théories du complot. Encore une fois, l'idée de dire qu'il y a une volonté d'un nouvel ordre mondial, que ce serait une théorie du complot, c'est pas une théorie du complot. Okay. Vous avez aujourd'hui des institutions dont le but est de mettre en place une gouvernance mondiale. Vous avez des déclarations de Pascal Lamy, ancien directeur du FMI, de Klaus Schwab, patron du World Economic Forum de Davos, qui est en train justement d'essayer de coordonner cette mise en scène ou cette mise au pas de chaque penseur politique occidentale, parce que c'est l'Occident qui fait ça. Il n'y a pas de New World Order, en fait, il y a un Occident qui est en train de perdre son magistère moral et puis ce qui restait de domination. Et quand je dis l'Occident, c'est les États-Unis en tête, évidemment, avec les pays satellites. Et c'est ça, en fait, qui se met en place avec l'OMS, avec
avec l'OTAN, avec des accords de traités de commerciaux transnationaux qui n'ont aucun sens si ce n'est faire beaucoup d'argent à une certaine catégorie de citoyens. Et c'est une volonté qui existe, c'est une volonté politique qui existe. Et il ne faut pas dire que c'est complotiste. Quand vous avez la volonté de faire une Union européenne avec des prérogatives maintenant sur la défense, alors que ce n'était pas le cas auparavant, c'est bien qu'il y a une volonté de créer une superstructure qui n'a pas de contre-pouvoir démocratique pour emmener les États européens vers un réarmement et vers éventuellement une guerre potentielle dans le futur. Quand vous avez toutes les mesures plus débiles les unes que les autres sur le Covid, soufflées à l'oreille des différents dirigeants par les cabinets de conseil, dont McKinsey. Pourquoi McKinsey va faire des copier-coller de ces slides, que ce soit en Australie, en Nouvelle-Zélande, en France ou au Canada? C'est les mêmes conneries pour tout le monde, alors que c'est pas du tout les mêmes réalités sanitaires. Dans chaque pays, exact. Mais ils s'en foutent. C'est ça, en fait. Et donc, c'est accompagné par des entreprises internationales de conseil, accompagné par des leaders qui passent aussi par des passages, des rites obligés, comme le programme des Young Global Leaders du World Economic Forum, mais aussi la French American Foundation, pour ce qui est de la France, mais aussi le club Bilderberg, qui est un club très fermé, où on discute entre européistes, atlantistes et occidentaux. Où certains ministres vont. Certains ministres vont. Beaucoup de ministres. Avec quel mandat? Certains journalistes également y vont. Et donc là, c'est une volonté de donner en fait une pensée unique, une pensée clé en main. Et dire maintenant, il faut tourner autour de ça à peu près, mais c'est ça pour l'Occident, c'est ça. Et quand vous regardez toutes les mesures climat, plus dingues les unes que les autres sur les maisons, les DPE, sur l'énergie, la classe énergétique d'une maison qui fait qu'après vous ne pouvez plus la louer, vous pouvez plus, enfin bref. On n'avez pas ça. Non, parce que nous on est un peu avancé par rapport à vous. Là, vous voyez, ça va de A à G. A, votre maison est très très bien isolée. G, ça va pas. Ici, on est je pense à R. On est à R. Donc clairement, ça irait pas au Canada. Je pense que ce serait compliqué. Alors non, il y en a pas. C'est que si une maison LG, dorénavant, à partir de 2025, vous étiez censé de pas pouvoir la louer. Et puis ils se sont rendus compte que c'était super débile parce que déjà qu'il y a une crise du logement. Et là ils disaient mais en fait ça fait des millions de logements qui vont se retrouver vides, qu'on va pas pouvoir louer. Donc c'est quand même super débile. Donc ils ont un peu rétropédalé. Mais voilà. Non, mais voilà. Et ça, ces mesures-là, la voiture électrique, poussée pour les énergies renouvelables, enfin, tout ce qui est de l'ordre aujourd'hui de l'agenda climatique 2030-2050, qui est vraiment au cœur du projet européen dorénavant et au cœur des nations occidentales, vous ne l'avez qu'en Occident. Voilà. Les Chinois vont faire des trucs sur la pollution. Aussi, c'était juste une affaire d'occidentaux. Alors oui et non, puisque les Chinois quand même étaient au centre du truc. Mais par contre, l'Afrique en avait rien à foutre. Ça c'est sûr. Le Congo, moi je parlais à des gens au Congo, ils étaient comme non, c'est des maladies de blancs, des maladies de riches, on n'en veut pas de votre vaccin. Mais bien sûr que c'est des maladies de blancs, parce que c'est des maladies en fait de la vieillesse. L'Occident est en train de crever parce que démographiquement on crève, parce qu'il n'y a plus de jeunes, parce qu'il n'y a plus d'enfants, parce que c'est en fait une gérontocratie. Là, vous avez en France Michel Barnier, 73 ans, qui vient de remettre les clés de Matignon à François Bayrou, 73 ans, qui vont ensuite parler de la jeunesse. C'est le club de vieillesse de l'EHPAD des camélias, quoi. Tu vois. Et Emmanuel Macron est marié à une femme qui doit avoir 73 ans, ou un truc du genre. Enfin, voilà. Et lui, il est vieux de façon de naissance. Donc, il est né de même. Et je vais pas de la guerre des générations, parce que j'ai des amis, des vieux anards que je respecte et qui, eux, sont beaucoup plus jeunes dans leur tête ou quoi que ce soit. Mais la réalité, c'est que vous avez une pression sociale de la part d'une classe aisée et âgée, d'où la peur sur le Covid, c'était eux qui crevaient. C'était pas les gamins, c'était pas les gens actifs, donc qui ont projeté toute leur névrose en fait sur une société. Et le climat, je pense que c'est aussi le fait de dire on a quand même bien profité, hein. Nous on roulait en diesel, on fumait des clopes, on en avait rien à foutre, on foutait la poubelle comme ça le long de la route. Maintenant, faut faire attention quand même les jeunes. Hein. Oui, c'est ça. Et va te faire foutre en fait. Non, mais on est dans une folie, effectivement, on est dans une folie et on se rend compte qu'il faut arrêter tout ça. Il faut arrêter tout ça, c'est de l'idéologie, parce que Alexis a raison sur la politique du climat. Enfin, ces mecs qui font la politique du climat. Je suis pas contre qu'il y ait des mesures climatiques, qu'on fasse attention à la pollution notamment, à la qualité de l'eau, à la qualité des sols. On l'est tous, d'accord, c'est ça l'affaire. Mais c'est ça. Mais les mesures McKinsey sur la taxe carbone, sur le marché carbone, qui est un marché d'escroquerie. C'est pas parce que je paye plus cher de taxes que la couche d'ozone va se porter mieux. Exactement. Et ben ça, j'arrête mon poêle à bois parce que c'est tu vois bien que ces gens sont dans l'idéologie totale, parce que ces gens nous font le plan climat 2030.
2030, mais par contre, ils signent des accords de libre-échange avec la moitié de la planète. Donc moi, je veux bien, mais si je veux qu'on parle d'écologie, on va y aller jusqu'au fou, l'écologie. On renonce, on dénonce tous les traités de libre-échange avec tous les pays. Et c'est-à-dire, on revient à tous les pays d'Europe, il revient avec du localisme, c'est-à-dire aller chercher son truc, son machin, son ci, son mi, chez le petit producteur, chez le petit primeur, mais ne faites pas tourner des conteneurs H24 autour de la planète pour que ça finisse en carcasse sur les plages d'Inde. Donc, à un moment donné, il faut être cohérent avec tout ça. Il faut arrêter. Donc, on voit bien que ne serait-ce que ça, cette incohérence, qui n'est pas une incohérence, c'est une façon aussi de mettre ce plan climat à l'agenda européen. Et avec toutes ces mesures coercitives, c'est absolument dingue. C'est-à-dire qu'à un moment donné, qui va payer les pots cassés de tout ça et qui va être une nouvelle fois contraint de façon coercitive à ne plus se déplacer? C'est nous. Le passe carbone, on avait déjà parlé, nous avions dit qu'on était des complotistes. Ben oui, mais la réalité, c'est que c'est pas le cas. Le DPE en France, le diagnostic de performance énergétique, effectivement, ça va mettre des gens qui vont devoir engager des milliers, des centaines, des dizaines de milliers d'euros sur des appartements pour les vendre. C'est pas Ursula von der Leyen qui va venir mettre un gros chèque pour modifier tout ça. Donc, à un moment donné, une nouvelle fois, on s'approche de ça et les gens, pour eux, c'est très loin, l'Union européenne, tout ça, c'est très loin, on comprend pas ce que c'est. Mais à un moment, il y a les élections, mais c'est chaque combien, et qui c'est qui est élu, et qui c'est qui est pas élu. Mais c'est ça. C'est un cirque. Tout ça est un cirque. Oh non, mais on te dépossède de ta souveraineté, on te dépossède de ta décision, on viole nos décisions souveraines. Et finalement, on nous demande juste de fermer notre gueule. Donc ça, c'est pas possible. Et en France, on a un problème avec ça. Dès qu'on a ce genre de propos, que ne serait-ce qu'on essaie de dénoncer ça, on passe pour les pistes. Généralement, on est pro-Poutine. On est immédiatement pro-Poutine. Vous êtes contre l'Union européenne, vous êtes pro-Poutine, vous êtes pour les intérêts russes. Non, en fait, on n'est pas du tout pour les intérêts russes. On est pour récupérer notre souveraineté et que les gens puissent à un moment donné décider par eux-mêmes. Mais c'est une folie parce que nous, on dénonce ça et c'est en train de nous tuer. Nous ici, on questionne l'immigration puis on est raciste. Oui, aussi. Mais on est pro-Poutine aussi. En fait, nous aussi, on est pro-Poutine pour bien des affaires. Nous, il faut qu'on déménage en Russie. Oui. Mais voilà, je pense que notre liberté d'expression est compliquée. Mais bon, une nouvelle fois, je suis... voilà, quand j'écris ce bouquin, La tempête qui vient, je finis là-dessus. Mais manifestement, il y a une partie de la population qui a compris. Et c'est une nouvelle fois, c'est pas la peine d'être 60 millions à manifester. Aujourd'hui, il suffit qu'il y ait une minorité agissante de citoyens. Je dis pas de militants politiques, je dis pas d'extrémistes, je dis de citoyens. Je parle de citoyens sans couleur politique, comme ça a été le cas pendant les Gilets jaunes, où il y avait des gens qui étaient partisans. Et les Gilets jaunes sont nés aussi d'une forme de... Il n'y avait pas de syndicats. Ils ont excommunié les syndicats, ils ont excommunié les partis politiques, ils se sont dit, mais là on en a marre, on va sortir nous en tant que citoyens dans la rue, et on va réclamer des choses, et on va surtout demander des comptes. Et aujourd'hui, c'est pas la peine d'être 10-15 millions, de toute façon il n'y aura jamais 15 millions de personnes dans la rue. Jamais, mais ça a toujours été le cas. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes vraiment, je le répète, à ce carrefour, mais je continue de penser que l'affrontement est inévitable. Mais justement, véritablement, c'est inévitable. Maintenant, qu'est-ce que ça va donner après? Ça, c'est une vraie question qui se pose à nous, et collectivement, il va falloir savoir ce qu'on va faire après. En fait, c'est ça, mettons, une hypothèse là, comme ça, si tout le monde s'en va dans les rues et qu'il y a un grand affrontement avec ces unions-là qui se sont formées avec, les États-Unis, l'Alliance européenne, tout ça, puis que là, tout le monde s'en va dans les rues, est-ce que les gouvernements peuvent en profiter avec le pouvoir qu'ils ont maintenant pour amener une solution au chaos social qui va instaurer encore plus de pouvoir puis plus de restrictions au peuple? Moi, je sais que sur les réseaux, on me dit souvent, on me dit oui, mais de toute façon, c'est voulu, ils veulent le chaos. Oui, non, mais attends, enfin, à un moment donné, moi, on a fait les manifs des Gilets jaunes. Si, à un moment donné, ils misent sur le chaos et la violence populaire pour récupérer encore plus de pouvoir, ils se foutent dans l'œil, parce qu'il faut quand même s'imaginer que Macron, en décembre 2018, il avait quand même l'hélicoptère sur la pelouse de l'Élysée pour se barrer, pour se faire exfiltrer. Et que le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale se sont rencontrés dans l'après-midi pour préparer un gouvernement de transition. Si ces gens, à un moment donné, pensent qu'ils vont juguler la violence populaire, moi je l'ai vu, la violence populaire, vraiment, la vraie violence populaire, où là où il y a des gens qui sont très sympas dans le truc, mais à un moment donné, ils disjonctent. Et ils sont prêts à tuer ces gens. Ils sont prêts à tuer. C'est vraiment un très mauvais calcul. Parce que se dire, on va les pousser à bout pour les amener dans la rue, et parce qu'on va se retrouver, on va leur envoyer les CRS, on va leur envoyer les centaures, on va leur envoyer les LBD, les GLFI, les machins et tout. Déjà, c'est une très mauvaise idée parce qu'il faudra bien savoir ce qui se passe dans la police, parce qu'il faut savoir que dans la police, notre police et notre gendarmerie, c'est des milliers de policiers et de gendarmes qui démissionnent chaque année. Ouais. Il faut quand même le savoir. Des milliers de policiers et de gendarmes qui démissionnent. Ils quittent le casque, ils quittent le brassard, ils font autre chose. Ils font webmaster, ils font charpentier, ils font livreur, ils font toute autre chose. Et puis ceux qui vont rester,
les policiers qui restent dans la rue, les gendarmes qui restent dans la rue, parce que nous, à certaines de nos conférences, je leur dis, il y a des policiers et des gendarmes qui viennent nous voir, et qui comprennent ce qui se passe. Ces gens-là, ils vont faire quoi? Est-ce qu'ils vont pas retourner leur casque à un moment donné? Est-ce qu'ils vont pas poser les casques et tourner les boucliers? Donc si ces gens-là misent à un moment donné sur le chaos populaire pour réprimer encore plus et mettre véritablement un pouvoir autoritaire et totalitaire, je pense qu'ils se foutent le doigt dans l'œil, mais alors jusqu'au cerveau. Et je suis d'accord avec Alexis dans le sens où, je veux dire, ces gens sont tellement déconnectés qu'ils se rendent pas compte de ce que c'est la violence populaire. Ils se rendent pas compte. Non, alors ils se rendent pas compte, mais en revanche, oui, pour avoir un article 16, pour asseoir un gouvernement autoritaire, et puis si on fait de la politique fiction, l'Europe peut créer une Euroforce, en fait, où vous aurez des policiers qui viendront de Serbie, de Roumanie, pour mater les Français, et qui n'auront pas d'intérêt particulier avec les Français, si ce n'est de tenir l'ordre. Parce que si on suit l'agenda tel qu'il est, on va arriver vers ce qui ressemble à Hunger Games. Hein. Vous avez Panem et puis les districts qui doivent crever, et puis chaque année on prend un jeune qui doit crever dans un jeu télévisé. Enfin, moi je trouve cette dystopie excellente, parce que c'est vraiment un résumé de la société du spectacle, la société de consommation et la société autoritaire, hein, sous couvert de divertissement. Donc tout ça est très possible. Déjà, moi, ce qui me choque déjà dans la tenue des forces de l'ordre, on voit l'évolution de la tenue des forces de l'ordre. L'humain est effacé derrière une machine. Vous avez aujourd'hui des robots, des Terminators, et ils ressemblent aux pacificateurs de Hunger Games. Casque blanc, matraque, enfin il y a une volonté déjà de faire peur avec la tenue, et ensuite vous êtes tellement protégé que aller au carton ne vous fait pas super peur, et que vous allez pouvoir taper d'autant plus fort. Ce qui n'était pas le cas des CRS à l'ancienne, qui avaient un bâton et un bouclier. Donc là, déjà rien que dans la façon dont sont équipées les forces de l'ordre, on voit que la violence monte d'un cran pour l'État. Sur les dépenses d'équipement, en France, on a un stock de grenades lacrymogènes, de grenades de désencerclement. Ça coûte des millions d'euros d'impôts des Français pour foutre sur la gueule des Français. Donc c'est préparé. On a acheté 60 blindés, les Centaures de maintien de l'ordre au sein des populations. Pas des blindés de guerre, hein, des blindés de la gendarmerie, qui envoient des gaz lacrymaux, des canons à eau, qui ont des tourelles de tir si jamais. Et donc on voit bien qu'aujourd'hui, le pouvoir prépare un carton. Ils savent très bien où ça va aller. Donc c'est pour ça que je suis d'accord avec Nicolas sur le fait que oui, il y aura forcément des troubles. Et aujourd'hui, ceux qui sont au pouvoir en sont conscients, parce qu'ils savent que les politiques qu'ils vont mettre en place, notamment maintenant que la France est endettée à 3 000 milliards d'euros, ça va être des politiques de haine sociale, de violence sociale, qui vont être très mal prises par les Français, et qui vont, comme en Grèce, finir par de grandes manifestations. Ça va se passer l'an prochain, je pense. Vous pouvez enregistrer, mais ça devrait être assez rapide. Mais la réponse ultra violente de l'État violent, elle est prévue, elle est dans les cartons. Voilà. Donc vous êtes prévenus, venez manifester, mais vous savez que vous pouvez repartir avec un œil en moins. Voilà. Et ben, c'est pas une démocratie, ça. Non. Effectivement. Voilà. Donc l'agenda 2030, où on va se ramasser en 2030 à être heureux, à voir plus rien, à manger des insectes, est-ce que vous pensez que ça va se réaliser? Ou, je veux dire, ces gens-là vont... Ça, je pense pas. Non, ça, je pense pas, parce que c'est tellement dingue, et c'est tellement très peu de gens en fait qui sont dans ces délires-là. Une fois que Bill Gates va crever, que Klaus Schwab va crever, et ils sont quand même plutôt du côté de crever, même s'ils seraient immortels, hein, et qui vont se réimplanter dans la matrice. Oui, exact. N'ayez pas peur. Ce corps-ci va mourir. Non, et je ne mourrai jamais. Bah si. Donc une fois qu'ils vont crever, il y aura bien sûr leurs descendants. Hein, maintenant on a le fils Soros qui est à la manœuvre, etc., qui vont reprendre la chandelle, le flambeau, mais c'est des délires, encore une fois, qui n'ont pas d'écho populaire. C'est des délires. Non, je sais, c'est juste que nos dirigeants vont tous... Il faut voir que les milliardaires, eux, évidemment, sont d'accord, puisque c'est des nouveaux marchés. Donc, Xavier Niel a investi dans des entreprises d'insectes. Mais les bonnes nouvelles, c'est que les entreprises de steak, vous savez, qui sont faits hors sol, en laboratoire, sans viande, ferment, ça marche pas. Les entreprises d'insectes, ça décolle pas, il n'y a pas d'investisseurs, et surtout, il n'y a pas de consommateurs. Donc, à la fin, il y a des consommateurs. OK, fait que c'était un délire de millionnaires fous. Même si on parlait d'un peuple dépolitisé... À un moment, il y a un truc où tu dis va bien te faire foutre. Ils peuvent pas nous l'imposer de force si tout le monde trouve mais ça. Avant, ils vont essayer quand même de dire regardez, c'est génial, c'est cool, c'est le progrès, c'est super. Et puis les gens disent bah non. Non. Bah non. Ben non. Je pense pas qu'on arrivera là. Je suis d'accord avec Alexis là-dessus.
il y a quand même un bon sens populaire. Enfin, je pense que si Klaus Schwab vient dans mon petit village de l'Hérault leur proposer ça, je pense qu'il va repartir avec 2 paires de boules dans sa gueule. Mais ça surtout va pas, eux-mêmes. Non, mais ça va pas faire un pli en fait. Eux-mêmes, j'exagère, mais c'est ce qui va se passer. Ils sont pas du tout dans ce délire-là. Non, mais ils sont pas. Non. Ils aiment les grands crus, la bonne bouffe, les Ah oui, voyages. Les voyages en jet. Bien sûr. Donc à un moment, ferme ta gueule en fait, tu vois. Ouais. Donc c'est. Non mais c'est vrai. Non mais. Mais c'est vrai qu'il y a un absolu décalage et tu vois qu'il y a des gens qui disent rien. Moi je te dis voilà, j'ai ce bar de village chez moi où manifestement tout ce qui est wokiste, escrologie, tout ça ne passe pas le pas de la porte. Véritablement. Non, on a des gens qui ont des avant-bras comme la circonférence de mes cuisses, manifestement, qui travaillent à 5h du matin avec, tu vois, et qui lèvent des quérons et qui lèvent de la fonte, et qui sont assez enracinés pour se poser alors plus ou moins diplomatiquement, tu vois, à toutes sortes de propagandes d'idéologie. Fait que les pronoms, et je pense que ne serait-ce qu'un ministre macroniste viendrait dans le bar dont je parle, je pense qu'il fait 3 AVC en moins de 7 minutes. C'est évident, parce qu'il se retrouve dans un monde qui n'existe même pas dans ses pires cauchemars. Ici, ça existe vraiment, là. Voilà. Le mec va manifestement boire 502. Les 102, c'est les Ricards, les 51. Les 51 x 2, ça fait 102. Donc, c'est des verres comme ça où la cuillère tient droite dedans. Et il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau, en fait. Mais au-delà, j'exagère un peu. Mais véritablement, ces populations-là, elles sont ultra enracinées. Elles sont ultra identitaires. Moi, je suis avec l'homme le plus masculin que vous allez croiser dans votre séjour au Québec. C'est vrai. Mais par rapport à ça, voilà, c'est vraiment des populations, une nouvelle fois. C'est pas des gens qui vont aller manifester, mais chez eux, c'est chez eux. Et leur bon sens populaire, il est là, il est légitime, et moi je suis extrêmement légitime. C'est ça. C'est une bénédiction. Et tu vas pas venir leur faire acheter quoi que ce soit. Autant te dire que là où j'habite, les voitures électriques, il n'y en a pas. Du moins chez eux, il n'y en a pas. C'est pas demain la veille que le mec va s'acheter une Tesla, même s'il trouve $300 000 ou 300 000 euros dans son jardin, il ne le fera jamais. Mais donc ça veut dire quand même qu'il y a beaucoup d'espoir. Et je suis d'accord avec Alexis là-dessus, il y a de l'espoir. Mais ces gens, une nouvelle fois, là, pour finir, ces gens ils rigoleront pas. Eux, le jour où ils vont passer l'action, ils passeront l'action. Il n'y aura pas de syndicat, il n'y aura pas de leader politique, il n'y aura pas de scène, il n'y aura pas de micro, il n'y aura pas de calico, il n'y aura pas de baraque à frites, il n'y aura pas de merguez. Eux, ils vont y aller, ils vont rentrer droit devant. Et par contre, ça, je pense que la caste en haut ne s'en rend pas compte, véritablement. Mais je pense que c'est un peu comme ici, dans le village, dans le sens qu'ici, il n'y a personne qui va aller manifester dans les rues pour leur liberté, mais vient pas leur enlever leur F-150, par exemple, puis leur 4 roues. Là. Ouais. C'est un peu ça, mais c'est juste qu'il y a un petit peu moins de gens ici. Là. Mais d'ailleurs, il y a des ballons d'essai. On voit bien que les gouvernements progressistes essayent des trucs pour voir si ça passe. Les Gilets jaunes, ça part quand même d'une taxe carbone voulue par Édouard Philippe en disant oui, il faut faire un petit effort avec les bagnoles. Et là, ils se rendent pas compte que tous les gens en peuvent plus déjà du prix de l'essence. Qui sont tous en bagnole, et ça fait un mouvement qu'ils n'avaient pas du tout vu venir. Donc ils ne se rendent pas compte, je pense, de quelle sera la prochaine étincelle. Parce qu'il y aura forcément une loi à la con qui vont nous pondre, c'est dans leur ADN, ils servent qu'à ça, en fait, emmerder les gens. Et donc, il y aura la loi d'emmerdement de trop. Et ça, ce sera celle-là qui va... Ils ne la verront pas venir. Ils la verront pas venir. Mais là, ce que vous faites en tant que média indépendant qui parle de politique, comme ça, je veux dire, vous attisez... le feu de l'ennemi du système. Non. Alors, arme intellectuellement les gens. Non, mais je veux dire, ils doivent pas aimer votre message. Ah non, ils aiment pas notre comme message. Radio Cannes t'aime pas tant que ça, là. Non, mais c'est ça, mais je veux dire, avez-vous du... Tu sais, ils ont plus de portée que moi envers Radio Cannes. Avez-vous du backlash de ça? Est-ce qu'on essaie de vous faire taire? Alors, on n'essaie pas de nous faire taire, on essaye de nous invisibiliser. OK. Ça marche très bien avec des fermes de trolls en fait qui vont dénoncer des vidéos alors qu'il n'y a rien. Moi par exemple, j'étais sur Twitch, la plateforme de stream. C'est Amazon Web Service. J'ai streamé pendant 1 an avec une courbe de progression incroyable. Et je faisais la revue de presse, la même que je fais sur YouTube. YouTube m'a jamais censuré. Une vidéo une fois sur... alors très drôle parce que c'était sur les masques. Et donc c'était dans Le Parisien et c'était sur les masques au graphène. Ils avaient dit vous n'avez pas le droit de dire du mal des masques. Mais je dis pas. Et donc moi j'ai fait appel. J'ai dit je disais pas du mal. Je lisais un article du Parisien qui faisait état d'une réalité. Et donc mais ils s'en foutent. Et donc là sur Twitch j'ai fait l'objet de dénonciations calomnieuses je pense. Et ils ont fermé ma chaîne du jour au lendemain. Je suis en procès avec eux là en janvier. On va aller. C'est pas parce que c'est Jeff Bezos qu'il faut se taire. Donc avec mon avocat on va monter au créneau parce que c'est au-delà du monde moderne contre Twitch. C'est tous les médias indépendants, tous les
créateurs de contenu, politiques ou non, en fait, ne doivent pas dépendre en fait d'un algorithme et d'une volonté de censurer en fonction de l'agenda politique de tel ou tel pays. Mais c'est ce qui se passe actuellement. L'Union européenne, on en parlait tout à l'heure. Une des priorités dans la liste de l'Union européenne, c'est censurer les réseaux sociaux. TikTok, X. Parce que ces deux réseaux-là, ils n'ont pas la main dessus. TikTok, c'est les Chinois, X, c'est Elon Musk. Et ils ont tout fait pour essayer de censurer. Ça ne fonctionne pas encore, mais ils vont continuer jusqu'à peut-être arriver. Donc on sait qu'on a un agenda de censure au-dessus de nos têtes réel, pas sur nous, mais sur la parole libre, sur des espaces qui n'appartiennent pas encore aux États ou au pouvoir, aux sphères de pouvoir. Et puis après, vous avez les commissaires politiques du système, on va dire, c'est-à-dire des gens qui s'arrogent le droit de dire qui a le droit de parler, qui n'a pas le droit de parler. Alors ça s'appelle la sphère des fact-checkers, on va dire. Donc c'est des gens qui expliquent aux gens que ça, c'est pas bien, c'est complotiste, ça c'est bien. Et vous avez Julien Pain, par exemple, qui est quelqu'un qui bosse sur Radio France, donc la radio nationale, payée avec nos impôts, qui a raconté tout et n'importe quoi au moment du Covid, n'a jamais fait son mea culpa sur le fait... Alors s'il a dit oui, c'est vrai qu'on est peut-être allé un peu vite, etc., mais qui... censure tout le monde, bloque tout le monde et ne veut pas en fait se retrouver dans un débat de confrontation où on va simplement, encore une fois avec les faits, dire que c'est pas parce que lui décide que ça c'est la vérité que c'est la vérité. En fait, la vérité, c'est il y a les faits et ensuite il y a le récit autour des faits. Et par exemple, le coup du virus issu d'un laboratoire et le virus augmenté, au début c'était théorie complotiste selon les fact-checkers, aujourd'hui c'est dans un rapport du Sénat américain. Avec l'audition de plus de 50 responsables scientifiques, etc. Un rapport qui manque de nuances. Ouais. Qui est limite complotiste. C'est comme ça que certains médias covidistes vont le présenter, parce qu'ils ne veulent pas admettre qu'ils ont été nuls. Au-delà même d'avoir été malfaisant d'une certaine façon. C'est simplement, on ne veut pas admettre qu'on a eu tort. Mais non, voilà. jamais ils vont l'admettre. Et ça, c'est effectivement un des gros problèmes. À la fois la censure globale des réseaux sociaux, mais au-delà de contenu, simplement parce qu'il n'y a pas de contrôle des États. Et après, des commissaires politiques qui vont faire en sorte de vous excommunier. L'idée, c'est de rendre en fait les médias indépendants intouchables en disant c'est complotiste, c'est pas vrai ce qu'ils racontent, alors que en fait tout ce que je dis est sourcé, que c'est anti-fake news également. Et que j'essaye simplement de montrer l'autre vers en fait de la médaille, puisqu'en fait aujourd'hui l'information c'est propagande contre censure. Et l'information, faut la trouver, c'est un sport de combat, faut vraiment savoir où on va et avoir des sources sûres. Donc j'essaye d'être une source sûre d'information, et dans ce cadre-là, c'est particulièrement sportif parfois. Ouais, effectivement, c'est absolument dingue ce qui se passe concrètement. Invisibilisation beaucoup. Moi, j'ai été censuré. Moi, je l'ai déjà dit, mais au début de la chaîne YouTube, j'étais un des premiers à faire la chaîne YouTube, notamment pendant le Covid. Je faisais des vidéos à 300-400 000 vues, la moindre vidéo. Voilà, j'ai reçu un jour Idriss Aberkane, on a parlé de Pfizer. Idriss Aberkane a dit ce qu'il avait à dire. Les vidéos ont atteint, je crois, 240-250 000 vues en 12 heures. J'ai été supprimé. Derrière, 6 vidéos ont été supprimées sur ma chaîne YouTube. Les audiences se sont effondrées. Comme par hasard, voilà, c'est quand même bizarre qu'après une censure, du moins des vidéos supprimées. Donc, mais bon, après, c'est une invisibilisation manifeste, les algorithmes qui jouent, c'est YouTube qui censure. Moi, Twitter, j'ai été supprimé, 5 comptes ont été supprimés sur Twitter. Un soir, comme ça, une nuit, j'ai eu 5 comptes supprimés. Je n'ai récupéré qu'un sur les 5. Voilà, donc j'ai perdu beaucoup de milliers d'abonnés. Et ça remonte un petit peu, avec 3-4 ans. Donc, mais face à ça, de toute façon, il y a énormément de gens qui nous suivent. Mais moi, ce que je leur reproche à ces gens-là, c'est que portez-les, en fait. Venez face à nous, venez à la télévision et dites aujourd'hui les médias indépendants, et vous les citez, on n'en veut plus. Voilà, vous le dites, mais ne faites pas vos cellules riposte à l'Elysée. Ne nommez pas des gens qui ont fait des applis pour le Covid de venir à un moment donné nous ficher, nous regarder, savoir ce qu'on dit, ce qu'on ne dit pas. Ne faites pas privatiser la censure par Google, YouTube ou d'autres. Venez, portez-les en fait. Je vais pas dire autre chose pour pas être très vulgaire, mais portez-les une bonne fois. Non, mais il faut qu'ils parlent leur couille à un moment donné, ces gens-là. Venez à la télévision ou envoyez-nous un courrier. Habitez vos testicules. Non, mais voilà, ne faites pas ça par derrière, par devant. C'est toujours pareil, c'est toujours par des moyens détournés. Moi, j'ai des officines suisses qui sont venues m'envoyer des courriers pour le compte d'une grasse agence de presse pour me dire que j'avais utilisé une photo en 2014 qui n'avait pas la licence de machin et de ci et de mi. Tout ça était faux. Il a fallu sortir un avocat, il a fallu se défendre, il a fallu machin. Mais venez face à nous, dites-nous que vous ne voulez plus, mais que les gens en fait sont au courant
qu'il y a des médias que vous ne voulez plus entendre, des voix que vous ne voulez plus entendre. Mais moi, ça me gave, ça, à un moment donné, que ces gens n'aient pas le courage. Alors, ils viennent plastronner à la télévision, là, la Macronie et d'autres, et puis après, ils font faire le sale boulot par des porte-flingues numériques pour venir nous la mettre en travers. Et ça me gave. Voilà, parce que moi, j'aime la franchise. Nous, avec Alexis, quand on dit des trucs, on le dit. Voilà, libre à vous à venir de réagir, de pas réagir, de machin. Mais ces gens-là, en fait, de leur stèle, de leur pouvoir, de leur perchoir, sont toujours sollicitent des porte-flingues pour venir nous la faire à nous. Et je trouve ça absolument immonde, dégueulasse, mais ça nous arrête pas dans ce que nous faisons. Mais je trouve que pour ce qui est proposé à la télé et proposé dans les discours, je pense que tout ça manque réellement de courage. Je pense que ces gens devraient vraiment nous dire, et qu'au moins que les Français soient au courant. Moi, quand je parle avec des gens, mais non, mais il n'y a pas de censure en France, mais pas, c'est pas, mais t'exagères, t'exagères. Oh, mais ça va, on te voit, hein, ton YouTube. Moi, chaque et fois tout. que je me fais censurer, on te voit, on le sait, mais on te voit quand même, t'es pas censuré, on te voit partout. Chaque fois Mais que je me fais t'imagines censurer, qu'est-ce que t'as dit, Chloé? T'as-tu dire quelque chose? T'as dû dire quelque chose. Ben, c'est à toi de pas dire les choses qui n'ont pas d'allure, c'est ça. Tu aurais pu dire OK, point, il y a 2 ans. Ah, mais si vous avez dit que Justin Trudeau était un con. Oui, mais je l'ai pas écrit. On l'a cherché, on l'a cherché. C'est à nous de pas dire Justin Trudeau est con. Là. Et le problème de la censure aussi, c'est qu'il faut avoir conscience de couper les canaux d'information, mais c'est aussi l'étouffement économique. Ah oui. C'est l'étouffement économique qu'il y a derrière. C'est-à-dire que c'est moins de pubs là, c'est moins de ci là, c'est moins d'abonnés, moins de visibilité. Moins tu as de visibilité. Ça nous décourage à longue, là, c'est ça. Oui, ben oui. Et oui, mais surtout tu minimises le nombre de gens qui pourraient s'abonner, le nombre de gens qui pourraient faire des dons, le nombre de gens qui pourraient acheter des livres ou autres. Et finalement, c'est un étouffement économique qui est mis en place. C'est ça la réalité de l'histoire. Et c'est comme ça qu'ils agissent. Alors déjà qu'on n'a pas de subvention, déjà qu'on n'a pas de ci, déjà qu'on n'a pas de mi, en plus on est véritablement... Et puis les autres grands médias qui sont dans le dénigrement commercial en permanence, en nous traitant de tous les noms. C'est du suicide forcé, là. Voilà. Mais ils l'ont fait avec Radio X. Oui, aussi, c'est ça. On a une radio ici qui l'ont fait, qui l'ont carrément fait. Mais ils font à des particuliers, là, ici. C'est même plus juste des médias ou... C'est ça. Ce qui s'est passé avec les camionneurs, c'est scandaleux. C'est que les gens aient accepté ça, ça en dit long. Ah oui, s'ils ne voulaient pas se faire couper leur compte de banque, c'était à eux à pas aller à Ottawa. Puis on est allé à Ottawa, puis pour de vrai, c'est là que j'ai le plus vu le mensonge des médias, parce que moi j'ai toujours été un peu aussi... Ben pourquoi ils feraient ça? Ben là, c'est une façon d'interpréter. Les médias, ils interprètent juste différemment. Mais là, c'était carrément du mensonge. Là. C'est un des plus beaux rassemblements que j'ai vu de ma vie, avec de l'entraide, des gens qui se donnaient des manteaux chauds, qui se donnaient de la bouffe. Qui jouaient au hockey, bottine dehors, mais comme qui pelletait. Il y avait un vieux monsieur qui pelletait les trottoirs pour pas que les gens glissent. Et à la télé, on disait que c'était violent, que c'était dangereux. C'est dégueulasse, c'est ça. Ouais, mais c'est toujours la même mécanique. Et les gens qui regardent la télé vont croire la télé. C'est ça le problème, c'est que beaucoup de gens regardent la télé. Mais on s'est fait conditionner. Encore une fois, je les excuse un peu dans le sens que j'étais comme ça. Moi aussi, je me disais, mais pourquoi ils nous mentiraient? Puis c'est dur de briser ça. C'est aussi également, déjà dit, mais c'est aussi le fait que ces gens sont devenus trop cons pour réfléchir, sont devenus trop cons aussi pour argumenter et débattre. C'est ça le problème, c'est qu'à un moment, si jamais ils étaient suffisamment structurés intellectuellement, culturellement, qu'ils étaient en capacité de nous contredire et d'argumenter sur ces arguments. Et à un moment donné, ça serait intéressant de voir avec eux. Mais ils ne veulent pas argumenter. Ils ne veulent pas débattre avec nous. Parce qu'en fait, ils ne réfléchissent plus. Ils sont dans une idéologie. Ils servent une cause qui est la leur. Mais ils n'ont plus les capacités de venir débattre avec nous. Et ça aussi, ça fait partie de la régression culturelle et intellectuelle. C'est-à-dire que l'idéologie, la censure, fait que ces gens ne veulent plus débattre avec nous, parce qu'on l'a bien vu à plusieurs incartades. Ils répètent toujours les mêmes choses. Mais c'est toujours la même boîte à outils. Il y en a toujours les mêmes trucs. Venez débattre avec nous sur l'Union européenne. Moi, sur le Covid, bon, mais au moins sur l'Union européenne, tiens. Ah oui, ils n'y connaissent rien du tout. Ils n'y connaissent que chi. Ils n'y connaissent que chi. Mais pas juste ça, c'est qu'il y a un endoctrinement. C'est un vrai problème. Il y a un endoctrinement aussi. C'est pas juste de ne pas être capable de réfléchir. Encore une fois, j'ai des gens autour de moi qui sont super intelligents, sont cultivés, tout ça, mais il y a vraiment eu un endoctrinement qui les rend émotifs. Fait quand tu mentionnes certains sujets, c'est pas qu'ils connaissent rien, c'est pas qu'ils comprennent pas, c'est pas qu'ils sont cons, c'est qu'il y a on dirait qu'il y a quelque chose qui se déclenche dans leur cerveau, justement. Mettons, tu vas parler de vaccins, puis ils vont faire, ben non, mais
non, les vaccins, c'est 100% sûr et efficace, puis il n'y a pas de big fan. Puis ça les rend vraiment émotifs, puis on dirait qu'il y a un blocage qui se fait, puis c'est dur à briser, ça. Ah, mais moi, je ne dis pas qu'ils sont débiles, hein, c'est qu'à un moment donné, ils ne veulent plus, ils ont régressé, ils ne sont pas débiles, mais ils ont régressé parce qu'ils ne pratiquent plus l'argumentation. Et ils se planquent derrière des bâches, de la bien-pensance, de la propagande, et ils nous sortent toujours la même boîte à outils qu'ils ont acheté sur Amazon Prime. Et voilà, ils ressortent toujours la même chose. Et c'est terrible là-dessus, donc on ne peut plus débattre de rien. Mais une société qui ne débat plus, c'est une société qui crève, véritablement. Et là, nous, on essaye à notre niveau, avec notre communauté, de dire autre chose et d'argumenter, parce que je le disais tout à l'heure, on a un besoin d'argumenter. Nous, on n'a pas le droit à l'erreur. Franchement, on n'a pas le droit à l'erreur. Si on fait une erreur, il nous tombe sur dessus. Mais alors là, après, et puis ce serait manquer de respect à notre communauté, à nos téléspectateurs, à nos abonnés. Et puis voilà, c'est une vraie question de respect. Et surtout, il y a un truc qui s'appelle, alors c'est un vieux truc, hein, il y avait la démocratie, mais il y a un truc dans les médias, ça remonte, ça s'appelle la déontologie. Ça n'existe plus. Hein. C'est pas la peine de chercher, ça n'existe plus la déontologie, mais ça existait dans le temps. Et puis là, ben, ils l'ont plus. Voilà. Oui. Voilà un peu. En terminant, c'est quoi votre France idéale? Ça serait quoi dans le futur? Qu'est-ce que vous aimeriez là, qui ferait que vous seriez fier de vivre en France? Là? Moi, je suis déjà fier de vivre en France. C'est pas parce qu'on a des gouvernements dangereux qu'il faut dénigrer ce pays. C'est pour ça que je trouve ça triste de voir des vagues de départ de gens qui préfèrent partir parce que oui, lutter c'est ingrat, on a l'impression qu'on va pas gagner, etc. Mais ma France idéale, ce serait celle où les Français redeviennent un peuple fier, intelligent, qui arrête de croire au récit que la France est un petit pays sans pouvoir, qui ne peut pas exister sans l'Union européenne. C'est faux, c'est un grand pays de l'histoire, et on n'a pas à avoir à accepter en fait une classe politique aussi indigeste, aussi indigne en partie. Donc plusieurs choses, c'est une France libérée de la corruption, parce que c'est un pays corrompu. Beaucoup trop de politiques sont corrompus. Les affaires d'ailleurs, vous regardez là, sur le mois dernier, je pense qu'il y avait 1 à 2 affaires par jour. Soit qui sortaient dans les médias, soit traitées par la justice. Donc qu'on vienne pas me dire que la France n'est pas un pays corrompu, c'est un pays corrompu. Donc lutte contre la corruption. Une démocratie réelle, donc où les citoyens ont la parole. Je vous parlais du mandat unique, révocatoire, etc. Donc, au-delà de commenter, moi, je lance un mouvement qui s'appelle l'Alliance populaire, un mouvement politique pour fédérer justement toutes les initiatives aujourd'hui d'engagement citoyen sur la démocratie directe, sur le rite constituant, sur la réflexion qu'on peut avoir sur la responsabilisation citoyenne des Français. Ça existe. Il faut mettre en avant tous ces mouvements. On va essayer de le faire à plusieurs avec l'Alliance populaire. Et voilà, ma France de rêve, ce serait des maires Alliance populaire dans toutes les mairies, avec des gens qui s'intéressent à la chose publique, et qu'on ne parle pas de politique, on parle de chose publique, c'est-à-dire comment on va faire en sorte que l'école devienne un endroit intéressant d'émancipation pour les enfants, comment on va faire en sorte que l'économie reprenne et qu'on va arrêter de massacrer les petits patrons, les TPE, les PME, sous des charges alors qu'ils n'arrivent même pas à survivre dans une économie exsangue, et puis une France sortie des traités internationaux qui l'empêchent en fait d'être un grand pays, voilà, tout simplement. Et c'est un gros programme. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est un programme qui parle à des millions de Français, sauf que ça passe pas à la télé. Et donc, effectivement, il faut aller chercher un par un, il faut jouer aussi sur la carte des médias indépendants, des réseaux alternatifs, parce que on en est rendu à ça. C'est pour ça que la démocratie est malade. Parce que quand vous utilisez un mot tabou comme Frexit, la télé vous ferme ses portes, alors que c'est pas un mot tabou. À un moment, les traités, ça a une durée de vie limitée. Si vous vous rendez compte que c'est pas dans l'intérêt de votre pays, vous brisez le traité. Point. C'est de la politique, c'est normal. Donc voilà, une France qui redevienne un peu intelligente et fière. Tu y crois? Ça peut arriver? Je le ferais pas si j'y croyais pas. Moi, l'écouter, j'y croyais. Oui, moi aussi, vraiment, il m'a comme redonné de l'espoir. Là. Après, on viendra au Canada. Moi, quelqu'un qui me fait un speech de même au Québec, j'ai quasiment le goût d'y croire. Là. On va voir s'il va nous convaincre. Ouais, effectivement, moi j'ai envie que la France redevienne la France concrètement, manifestement, et que le peuple souverain aussi reprenne sa place et qu'elle reprenne les commandes de ce pays, évidemment.
évidemment. Je préférerais vivre dans un pays serein, démocratique, dans lequel on n'est pas à se soucier de savoir comment sera fait le lendemain, dans lequel on est sûr aussi que la classe politique au pouvoir nous protège, qu'elle agit pour nos intérêts, qu'elle défend nos intérêts également, parce qu'il y a toute une partie de la population, franchement, quand on voit ce que ça nous coûte, nous, en termes de temps de sommeil, d'investissement, d'emmerde et tout, franchement, on se dit, bon, le jeu en vaut la chandelle, on fait ça avec beaucoup de plaisir, mais est-ce qu'on n'aimerait pas vivre plus sainement, vivre de façon plus serein, surtout? Et puis, il y a des millions de Français qui n'ont pas à se prendre la tête, même ceux qui se battent, même ceux qui ont manifesté pendant la crise sanitaire, même ceux qui ont manifesté pendant les Gilets jaunes. Vous croyez pas que ces gens, ils préfèrent être chez eux avec leur famille, leurs enfants, faire autre chose? Vous penserez pas que ces gens, ils préféreraient avoir bénéficié de tout ce que la France nous a apporté? Les gens, qu'est-ce que ça veut dire de traiter ces gens de factieux, de séditieux? Ces gens, ils préféreraient à un moment donné être chez eux, profiter de ce temps court qui nous est donné sur cette terre. On a envie simplement de vivre paisiblement dans un pays démocratique où on puisse vivre. Mais voilà. Et je comprends pas qu'à un moment donné, la sédition, la manifestation n'est pas une sédition et qu'elle n'est qu'un symptôme d'un pourrissement, d'une putréfaction totale. Et c'est quoi ces gens qui nous disent oui, mais ce sont des factieux, ce sont des séditieux, vous êtes toujours des complotistes et tout. Mais qu'est-ce que c'est ce pays? Qu'est-ce que c'est ce pays? Combien de temps on va encore vivre comme ça? Combien de temps on va encore vivre comme ça? Véritablement, c'est un scandale. Donc nous devons à un moment donné reprendre le pays en main, et le peuple en fait doit reprendre ce pays en main et juste accepter que la souveraineté c'est le peuple, le pouvoir par le peuple, pour le peuple et uniquement pour le peuple. C'est ça la réalité de l'histoire. Et on devrait avoir toute une classe politique aujourd'hui qui puisse à un moment donné nous protéger et agir nos intérêts, et puis surtout une économie saine où les gens peuvent entreprendre, une économie saine où les gens peuvent s'émanciper aussi culturellement, intellectuellement, que les gens des familles défavorisées, que culturellement, économiquement puissent envoyer leurs gamins, tout en sachant que leur gamin va apprendre quelque chose, tout en sachant que leur gamin aura un avenir, tout en sachant que leur gamin aura un avenir beaucoup plus important qu'elle, ou du moins beaucoup plus serein qu'elle, beaucoup plus émoustillant qu'elle. C'est ça la France en fait. C'est ça la France, c'est être fier aussi de porter son drapeau. C'est ça aussi, c'est récupérer nos frontières, c'est aussi à un moment donné parler le français, c'est à un moment donné que nos gamins arrêtent de parler comme des préadolescents prépubères qui parlent d'un araméen Tchaïkovski. Enfin, à un moment donné, il faut arrêter les conneries. Enfin, et c'est tout ça la réalité, parce que là, nous allons vers l'effondrement. Nous allons véritablement par l'effondrement, par le truchement d'une classe politique corrompue, une classe politique qui trahit énormément. Donc oui, voilà ce que je veux. Je veux qu'à un moment donné, la France redevienne la France et que nous puissions à un moment donné être fiers d'être Français et que nous puissions vivre surtout sereinement, véritablement sereinement, en pleine démocratie et en pleine possession de nos moyens et ressources culturelles et intellectuelles. Voilà ce que j'ai envie, tout simplement. Merci de faire ce que vous faites. Oui, je pense que c'est important. Merci à vous, en tout cas, de nous avoir invités. Merci de l'invitation. Ouais. Oui. Je crois que les plus belles choses naissent souvent du chaos. Donc, peut-être qu'avec tout le chaos des dernières années qu'on a vécu, mais quelque chose de merveilleux pour ressortir de là, je l'espère. Puis je pense que le travail qu'on fait, que vous faites, est prioritaire. C'est important de continuer, même si c'est pas toujours facile, que c'est ingrat, qu'on a le goût, nous aussi, d'être chez nous à rien calisser. Puis même si je vous ai excusé tout le long, là, bottez-vous le cul puis faites de quoi tout le monde. Oui. Puis pour ceux qui veulent en entendre plus de ces belles paroles motivantes, on te suit sur Putsch Media. Ouais, Putsch Media. Sur toutes les plateformes. Ouais, sur YouTube, donc, Putsch, sur X aussi également, sur Insta, sur TikTok. On a pour préparer, et il y a ça qui vient de sortir, la tempête qui vient, ce que j'explique là, qu'est-ce qui va se passer en France, et surtout ça, alors ça c'est pour vous, amis québécois, parce que vous pouvez l'offrir pour Noël notamment, et pour les fêtes. Parle dans le micro. Pardon, excuse-moi, je parle fort, donc ça passe pas, même pas, mais ouais, merci Alexis. Oui, ça c'est un livre pour amis québécois qui a été écrit pour la France, mais qui, à mon avis, ravira tous les gens que vous connaissez qui ne veulent absolument pas se bouger le cul, qui vous disent que tout ça ne sert à rien, que tout ça, vous êtes un complotiste. Vous allez voir. Alors, par contre, je ne promets pas et je ne livre pas dedans le manuel diplomatique, parce que quand vous allez l'offrir, il risque d'y avoir une réaction quand même assez vive, hein, manifestement. Donc si vous l'offrez dans une fête particulière, un anniversaire, eh ben ça risque à un moment donné, prenez un peu de distance, parce que le choc va être... Lancez le livre. Voilà, mais ça fait 50 pages et c'est très piquant. Voilà. Donc le livre vient de sortir, ils sont disponibles sur Amazon ou sur notre site Putsch Media. Voilà, vous savez tout. Excellent. Et pour toi, Alexis, un monde moderne
Et là, tu parlais que tu as parti aussi l'Alliance populaire. Alors, le monde moderne, c'est le média. La revue de presse, c'est tous les matins ou presque. Voilà, donc à heure québécoise, vous dormez, donc c'est en replay généralement, mais parfois on a des invités le soir. Sur toutes les plateformes aussi. Sur toutes les plateformes aussi, sauf Twitch, puisqu'on va être en procès avec eux, évidemment. On va suivre ça également. Ouais, j'espère faire un cas d'école, en fait, quelque chose qui va être important pour tout le monde. Et puis l'Alliance populaire qui vient de démarrer, qui est en création pour justement fédérer toutes les énergies qui existent, parce que les gens ont souvent l'impression de se battre seuls, d'être seuls, alors qu'en réalité on est des millions, donc il faut simplement le montrer et fédérer ces millions, et de part et d'autre de l'Atlantique, comme on le fait ici par exemple. Voilà. Parfait. Et puis, vous avez votre conférence demain à Laval sur l'avenir des médias et la liberté d'expression. Par contre, en fait, au moment de diffuser ça, ça va être terminé, mais puis ensuite, vous en retournez. Donc, on vous suit sur les médias sociaux. Puis merci infiniment merci de nous avoir accueillis, les filles, en tout cas. Merci, merci. Et bon retour. Ouais. Oui. Vive le Québec libre. Voilà, allez, salut. Bye. Bye. Salut, la démocratie, salut, ciao.